Bonjour à toutes et tous. Donc je vais assurer là, cette conf d'introduction avec comme mode d'emploi, mais j'y reviendrai après, l'idée de faire des présentations assez courtes. Je vais essayer de tenir du 15. Je sais que je dépasserai parce que je sais que j'ai derrière dans l'ordi des dizaines et des dizaines de slides en trop, mais bon. Et qu'après ces petits topos, on ait un moment de discussion et d'échange pour digérer, pour contester, pour relancer. Et l'idée, c'est de vous apporter des ressources un peu tous azimuts dont vous pourrez peut-être vous emparer plus tard sur la suite du projet. Alors, je commence par me présenter, puis présenter comment est-ce que moi je me retrouve autour de cette question des jeux vidéo. Après tout, il y a un paradoxe là-dedans. Qu'est-ce qu'un philosophe vient faire à travailler sur les jeux vidéo? Alors, en fait, moi, j'ai bossé sur les jeux. Ça tient pour une part, la réponse est dans l'aspect institutionnel. Laurence a cité l'établissement dans lequel j'enseigne. C'est une université de technologie. Et en fait, je me suis mis à travailler sur les jeux vidéo, d'abord par l'enseignement, parce que j'avais devant moi mes élèves ingénieurs, et je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant d'aller explorer ce champ d'études des jeux vidéo, des game studies. Sur le fond de la recherche, moi, j'ai bossé sur trois terrains, ou je bosse sur 3 terrains d'études. Il y en a un qui est donc cette question des jeux vidéo et qui est connecté en fait à 2 autres. J'ai fait ma thèse sur les débuts de l'informatique, sur ce qu'on appelait la cybernétique américaine, les débuts de l'intelligence artificielle. Bon, il y a une connexion avec les jeux vidéo parce que les jeux vidéo apparaissent en fait dans ces laboratoires. Les premiers jeux vidéo apparaissent dans les années 60 dans ces labos d'intelligence artificielle, donc il y a une continuité. Et aujourd'hui, je bosse aussi sur des terrains de conception technologique. Voilà, j'accompagne mes collègues en sciences pour l'ingénieur qui vont développer des réseaux de capteurs pour les pompiers, faire de l'IA à l'hôpital, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est le portrait global. Et au milieu de cette affaire-là, il y a la question des jeux vidéo, il y a des connexions entre tout ça, mais je ne rentre pas dans le détail. J'ai retenu, alors tiens, mes slides sont coupés, donc j'espère que ça ne va pas le faire sur toutes. J'ai retenu quelques publications qui vous donnent une idée de ce que j'ai pu trafiquer dans le champ d'études des jeux vidéo sur les 15 dernières années. Il y a ce bon vieux philosophie des jeux vidéo qui a été le point d'entrée. En fait, le point de départ, c'est ça. D'ailleurs, je n'avais pas du tout prévu de continuer à travailler sur les jeux après, mais le bouquin a marché. Puis c'est un moment où il y avait un moment de constitution, d'émergence de beaucoup de recherches en France autour du jeu vidéo. Donc j'ai embrayé là-dedans sur plusieurs années. Philo des jeux, la question centrale, c'était comment est-ce qu'on peut comprendre l'expérience? Qu'est-ce que ça fait que de jouer? Et j'étais joueur moi-même. J'avais été un gros joueur, j'avais joué en compétition et je me disais, mais en fait, j'aimerais bien comprendre quel est cet effet de captation, d'où est-ce que ça me chope, comment ça m'attrape, qu'est-ce qui se passe dans cette forme d'expérience si particulière qui est le fait de jouer avec une machine si particulière qui est la machine informatique. Donc une connexion, si vous voulez, entre des questions d'esthétique, l'expérience, et des questions de philo des techniques, la machine informatique. J'ai mis le catalogue de la Fabrique des jeux vidéo, qui était un catalogue d'exposition. Voilà, c'est de la période. 2013, j'ai été commissaire d'expo qui a eu lieu à la Cité des sciences et de l'industrie, à la Villette, à Paris, voilà, qui était dans ce moment où on exposait le jeu vidéo. J'ai mis le catalogue d'expo. La fin du game, je vais beaucoup l'utiliser, on va revenir là-dessus. Ça, c'est un ouvrage collectif qui est donc issu d'un collectif de chercheurs. Il y avait des sociologues, il y avait des linguistes, il y avait des géographes, et on a travaillé sur les pratiques des joueurs, comment est-ce que les gens jouent, et aussi avec tout un ensemble de méthodologies sur lesquelles je reviendrai, y compris des approches quantitatives. Et puis j'ai mis 2 publications alors plus récentes, mais celles qui sont coupées, donc voilà, elles sont à moitié. Alors celle-là est parue, ça a été tout mon travail le plus récent, c'est une focalisation sur la question des rythmes. C'est-à-dire de me dire, ok, le jeu vidéo, on regarde vachement l'image. Et vous voyez que souvent, d'ailleurs, on fait la comparaison avec le cinéma. On se dit, ah oui, quel genre d'image c'est les jeux vidéo? C'est une image interactive par rapport au cinéma. Bref, une hyper-focalisation sur l'image. Et moi, j'ai travaillé ces 5-6 dernières années beaucoup sur la question du geste. C'est-à-dire, si on étudie les jeux vidéo en aveugle, si on coupe l'image, qu'est-ce qui reste? Il reste les actions sur les contrôleurs, clavier, souris ou le pad. Et j'ai fait des captures, j'ai fait des enregistrements de cette activité sur les contrôleurs et j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait comprendre du jeu, des genres de jeux d'ailleurs, en fonction de cette part du geste, avec des questions d'esthétique fondamentales. Est-ce que ça ressemble à de la danse? Voilà, quelle est la part comme ça de la performance jouée dans le jeu vidéo? Bon, j'ai mis la référence à ce papier. Peut-être je laisserai les slides parce que si vous voulez accéder aux références. Et puis, on publie un bouquin qui n'est pas encore paru, donc voilà, il
il apparaît à peine ici, qui est un bouquin sur un jeu vidéo japonais et sur les productions culturelles japonaises, avec un collègue qui est en spécialiste de la culture populaire japonaise, qui s'appelle Julien Bouvard. Ça paraît dans quelques semaines. Et c'est un bouquin qui est sur une licence de jeu curieuse, assez peu connue, qui s'appelle Clannad. Je ne sais pas s'il y a des personnes. Quelqu'un connaît Clannad? Non, personne. Bah, c'est bien, alors c'est vraiment un objet bizarroïde et qui a comme caractéristique d'être un jeu à pleurer. C'est le genre de jeu, ça s'appelle des nakige, c'est des jeux qui font pleurer, qui font chialer, vraiment à chaudes larmes pour l'avoir expérimenté. Et donc ça, c'est une question hyper intéressante du croisement entre jeux vidéo, mélodrame, qu'est-ce que ça propose. Et ça permet d'aller, il y a une série animée qui fait encore plus pleurer que le jeu. Donc ça permet d'aller explorer les logiques de la culture populaire japonaise voilà, à partir de Clannad. Voilà quelques échantillons du boulot. Donc le programme a déjà été donné. Je vais vous proposer un petit parcours à travers les théories des jeux vidéo. Épistémologique, comme on dit ça. Regardez comment est-ce que ces théories se créent, se constituent, avec quel type de contraintes, et puis quel paysage on peut avoir. Ça vous permet d'aller piocher ensuite là où ça vous intéresse, là où ça vous arrange, là où ça vous est le plus utile dans les ressources qui sont disponibles. Ensuite, ce qu'on connaît des pratiques des joueurs et des joueuses par l'enquête quantitative. Je reviendrai sur le travail de mes collègues, là pour le coup sociologues, sur le bouquin qui s'appelle « La fin du game ». Et puis, une réflexion plus ouverte sur cette question, alors une question très ancienne, hein, du rapport entre jeu, apprentissage, entre les grandes promesses d'apprendre tout seul comme ça facilement par le jeu, qui sont voilà, aussi anciennes que le jeu lui-même, et les difficultés que ce projet rencontre, en me demandant est-ce que l'approche que vous avez, vous, mais ça c'est exploratoire, par les compétences, est-ce que ça ne nous permet pas de zigzaguer entre les obstacles qu'on trouve habituellement sur le chemin d'un apprentissage par le jeu. Voilà pour le menu. J'essaye de me tenir à un truc relativement short. Là, il est 17. Allez, c'est parti. On part pour un tunnel de 15. Si je dépasse comme un malade, est-ce que tu peux m'arrêter à 20 minutes qu'on ait le temps de discuter? Voilà, parce que on peut tomber dans des trous, vous allez voir. Alors, premier point, théorie des jeux vidéo. On y va? Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, en route. Alors, j'essaye de présenter quelques points saillants sur cette théorisation des jeux vidéo. Alors, peut-être la première chose qu'il faudrait dire, c'est l'espace temporel. OK. Des jeux vidéo, il y en a depuis quand? Depuis le début des années 60. On peut prendre le Space War de 1962 comme point de départ véritable des jeux vidéo. Je ne vais pas discuter de cette question, pourquoi lui, ça me semble le bon point de départ. On pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse, mais prenons cette échelle de temps. Et des théories des jeux vidéo, vous avez ce champ dit des Game Studies qui s'est structuré à partir du début des années 2000, donc vous avez un décalage temporel. L'autre point important à avoir en tête, à mon avis, dans les points importants à avoir en tête, c'est quand même l'absence d'évidence de cette histoire d'une théorie des jeux. Quel rapport il y a entre un discours savant sur les jeux vidéo et des pratiques qui sont des pratiques culturelles, et en l'occurrence des pratiques culturelles populaires? Pourquoi est-ce que, du côté de l'académie, dans le champ universitaire, on va aller s'intéresser à ce type de pratique, et avec quelle difficulté, quelle tension entre ces discours savants et les pratiques populaires? Vous verrez que ça pose plein de soucis finalement. Il n'y a pas d'évidence en fait à faire une théorie des jeux vidéo. Si vous dites, ah oui, oui, on va faire une théorie des jeux vidéo. Oui, mais laquelle? Quoi? Pour connaître quoi? Pour aller chercher quoi? La manière dont on constitue son objet, c'est absolument fondamental en recherche, et il y a plein de manières d'aller aborder le jeu vidéo comme pratique populaire du point de vue de ces discours savants. Alors, point suivant, la difficulté à faire une théorie des jeux vidéo, il faut avoir conscience qu'elle n'a rien de nouveau. C'est difficile, mais en fait, ça ne fait que prolonger une difficulté à produire des théories des jeux tout court. Il y a une expérience de pensée à laquelle j'aime bien me livrer. Si on se dit, qu'est-ce que c'est que le jeu? Si on veut le caractériser. Le jeu, on peut dire, ça fait partie des grandes activités humaines. Voilà. Alors, humaines, mais pas que. Hein. Les animaux jouent. Il y a plein de travaux en ce moment, depuis 2 ans, sur la caractérisation du jeu animal, et on voit émerger tout un ensemble d'études en éthologie, études du comportement animal sur les jeux des animaux. C'est absolument fascinant, incroyable. Allez regarder ça, mais ce n'est pas le sujet de mon talk du jour. Donc, OK,
les êtres humains jouent et ça fait partie de nos grandes catégories d'activités. Il y en a d'autres. On peut connaître, ça s'appelle la science. On peut agir dans l'espace public, ça s'appelle la politique. On peut agir techniquement, c'est la technique, c'est l'action technique. On peut avoir des activités qui sont liées, je ne sais pas moi, à des êtres divins, c'est la religion, ou un monde après la mort, et la question du salut. On peut avoir la catégorie de l'art. Bref, je prends des grandes comme ça, type gigantesque de catégories comme ça d'activités anthropologiques, la science, la politique, la technique, l'art, la religion. Vous pouvez vous demander s'il y a des intersections entre, c'est pas ce que je vais faire. Mais la question simple que j'aimerais vous poser, c'est vous allez dans la bibliothèque là et vous allez relever le nombre d'ouvrages qui portent sur la science. Vous allez y passer un temps considérable. Vous allez faire la même chose sur la politique, vous allez y passer un temps considérable. Vous allez faire la même chose sur la religion, vous allez y passer un temps considérable. Vous allez faire la même chose sur l'art, vous allez y passer un temps considérable. Vous allez faire la même chose sur la technique, vous allez y passer, etc., etc. Sur le jeu, ça va. En fait, je veux dire, en 30 minutes, vous avez fini le tour du rayon. C'est-à-dire qu'il y a un décalage absolument gigantesque entre la part du jeu dans nos existences, comme espèce d'activité anthropologique fondamentale, et de l'autre côté, les études qui y sont consacrées. Et ça, le jeu vidéo n'échappe pas, en fait, à cette malédiction, on pourrait dire, du jeu pour la recherche et pour l'étude. Alors, on peut se demander pourquoi. Il y a évidemment des questions de légitimation. Alors, mes trucs seront illisibles, parce que déjà, c'était petit. En plus, c'est coupé. Par exemple, là, j'ai mis un petit texte d'une anthropologue qui s'appelle Robert Amaillon, qui a travaillé sur la question du jeu dans les sociétés qu'elle étudiait, et qui dit que le jeu est systématiquement occulté, délégitimé. Je vous ai mis un des textes que je préfère, je n'ai pas le temps de le commenter, mais un des textes les plus formidables sur la question du jeu, c'est un texte qui nous vient de l'histoire de la philosophie, qui vient d'Aristote, qui vient de l'éthique à Nicomaque, et Aristote se demande, c'est un moment où Aristote se demande qu'est-ce que c'est que le bonheur. Et sa réponse, c'est de dire le bonheur, c'est quelque chose qu'on recherche pour soi-même. Ah ouais, mais est-ce que le jeu, du coup, ça ne serait pas un bon candidat au bonheur, se demande Aristote. Le souverain bien de l'existence humaine, une activité qu'on recherche pour elle-même et pour le simple plaisir et la satisfaction qu'elle procure. Donc le jeu est tout en haut des valeurs de l'humanité. Et dans le texte d'Aristote, on voit la disparition du jeu. Il dit, mais c'est même pas une activité, le jeu, en fait. Le jeu, ça n'a de valeur que comme délassement pour préparer l'activité véritable. Le jeu était positionné tout en haut comme ça de l'échelle des valeurs, et puis finit par se dissoudre et n'être qu'un espèce de néant. Ça n'est même pas une activité, c'est ce qui prépare l'activité, c'est le repos avant l'activité. Voilà. Là, vous touchez cette difficulté à saisir le jeu en tant qu'objet. En fait, qu'est-ce qu'on va faire de cette part du jeu en soi, de l'activité qui est pratiquée par elle-même? Et ça, on le retrouve très très fort dans la recherche, avec des effets dans lesquels on va avoir le droit de se donner le droit de travailler sur les jeux, à condition que ce soit plus que des jeux. Ah oui, d'accord, j'ai le droit d'étudier le jeu s'il est sérieux. Ça va donner dans le champ académique ce qu'on appelle le serious game. J'ai le droit d'étudier le jeu s'il sert à véhiculer des messages politiques, s'il sert à de l'apprentissage. Mais le jeu lui-même, le simple jeu, lui, hop, on jette le bébé avec l'eau du bain. Donc, ce que je veux vous dire, c'est aussi bien théorie des jeux vidéo que théorie du jeu, vous avez un noyau de difficultés épistémologiques qui fait que comment saisir cette part-là de l'activité, comme ça, non sérieuse, pour elle-même, plutôt que de l'étudier pour autre chose, c'est-à-dire pour une sorte de finalité qui déborde le jeu lui-même. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que j'ai sur les slides, mais cet effet-là, vous le trouvez partout, et il se combine avec le déficit de légitimité. Quand les gens ont commencé à travailler sur les jeux vidéo, il fallait expliquer que, surtout, non, vous inquiétez pas, je travaille sur les jeux vidéo, mais je ne suis pas joueur. Je travaille sur les jeux vidéo parce que c'est quelque chose de sérieux, parce que ça peut servir à autre chose, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, parce que pour plein de motifs qui ne sont pas « je m'intéresse au jeu lui-même » et à ce que ça fait que de jouer. J'ai peut-être un truc rigolo qu'on pourrait aller chercher de l'histoire des théories des jeux vidéo. Savez-vous... Alors, c'est un effet, j'appellerais, de travestissement. Vous êtes un chercheur sérieux, vous voulez travailler sur les jeux vidéo, enfin, ça craint quand même trop.
C'est-à-dire que c'est vraiment trop populaire, trop illégitime, ça ne fait pas assez sérieux. Comment vous pouvez le travestir? Un des premiers noms savants des jeux vidéo, dans les théorisations des jeux vidéo, à la fin des années 90, c'est un des créateurs des Game Studies qui s'appelle Espen Aarseth. Il appelle les jeux vidéo de la littérature ergodique. Est-ce que quelqu'un peut me définir ce que veut dire littérature ergodique? Je pense que personne n'y parviendra, parce que je pense que ça ne veut rien dire. L'ergodicité, c'est la propriété de certaines suites en mathématiques, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des embranchements multiples, quoi. Mais là, c'est magnifique. Vous aviez le vilain petit canard. Je travaille sur les jeux vidéo. Ah, ça, c'est nul, c'est un truc pour les gamins ou les débiles. Et puis là, tout d'un coup, ah non, désolé. Alors ça, c'est mon collègue, il travaille sur les jeux vidéo. Moi, je travaille sur la littérature ergodique. Vous voyez le glow-up, là, hein, c'est formidable. Donc, mais le problème, c'est que quand on joue ces stratégies-là, on y gagne quelque chose. OK, on y gagne finalement le droit d'étudier parce que c'est sérieux ou que ça fait sérieux et non, c'est comme ça. Mais on y perd d'autres choses. On y perd le jeu en tant que tel, l'expérience de jeu ou ce que ça fait que de jouer, parce que ça, ça devient l'espèce de tabou à l'intérieur de l'étude. Donc, vigilance, c'est peut-être ça le message important dans mon truc, sur les effets de constitution de l'objet jeu vidéo. Ce n'est pas du tout évident l'opération. Je vais faire une théorie des jeux vidéo. Vous pouvez imaginer que faire une théorie 2, c'est comme ça, une opération neutre. Théorie, ça va être objectif. Je vais avoir un regard objectif, comme ça. Je vais projeter une lumière objective sur l'objet jeu vidéo, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous faites la théorie de quelque chose, certes, vous projetez une lumière, mais en même temps que vous projetez de la lumière, vous avez des zones que vous éclairez et vous avez des zones d'ombre. Et il faut se demander qu'est-ce qu'on éclaire, qu'est-ce qu'on laisse dans l'ombre. Quand on fait une théorie des jeux, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de théorie totale du tout. Selon la manière dont vous allez observer l'objet jeu vidéo, dont vous allez constituer votre objet d'étude, vous allez voir des choses, des phénomènes, mettre l'accent sur des phénomènes, certains, et puis en oublier d'autres. Voilà la première partie de cette première partie. Deuxième truc, ce que je vous propose, c'est, dans la lignée de ça, d'aller regarder, maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit voilà comment ça se cadre un peu, avec quelles difficultés épistémologiques, de regarder un peu, 25 ans, alors un peu plus de 25 ans, parce que là je vais chercher plus loin, les savoirs des jeux du point de vue de leur histoire. Qu'est-ce qu'on voit apparaître en premier? Des discours savants sur les jeux. Il me semble que dans les premiers à apparaître, dès le début des années 1980, le premier, c'est le discours de la psychologie. Et ça, j'ai été vraiment étonné de le retrouver. Vous voyez ici là, ce qu'il y a sur ma slide. C'est un extrait d'un magazine populaire sur les jeux vidéo, magazine Blip pour les joueurs, 1983, et c'est l'interview avec un pédopsychiatre. Sympathique d'ailleurs, il défend le jeu vidéo. Mais quelles sont les questions qui lui sont posées? Video games encourage violence, ça encourage la violence, sont addictifs, ça empêche de lire, et c'est du temps perdu. Tiens, c'est marrant, c'est vos post-it. Hein, les questions ont finalement assez peu changé. Donc, moi, j'ai été extrêmement frappé en regardant, je ne vais pas vous faire l'histoire du discours psy sur les jeux vidéo, ça serait un objet intéressant en soi, puis je ne suis pas spécialiste de ça, mais à quel point les choses restent et sont là dès le départ. Début des années 80, vous avez une demande sociale, ce que j'appelle les 3A. Les 3A du jeu vidéo, ce n'est pas le triple A des blockbusters, c'est les 3A. La question de l'addiction, ça fait très peur. La question de l'agressivité ou de la violence. Et puis, mon dernier, la question de l'attention. Ils ne savent plus rien faire d'autre, les joueurs. Ils ne savent plus lire un livre. Ils ont perdu leur capacité d'attention. Donc là, vous avez, d'une certaine manière, alors un discours, on pourrait dire en partie de panique morale, mais enfin qui alimente une demande sociale à laquelle viennent répondre des professionnels et un champ de discours qui va psychologiser le phénomène des jeux vidéo et dire « Ah oui, ça rend addict ou pas, ça entraîne de la violence ou pas ». Mais ça, c'est là, dès le début des années 80, et d'une certaine manière, ça vient de cette demande sociale. Sur la même période, vous avez un autre discours qui apparaît, et ça, moi, j'ai aussi travaillé sur l'histoire des théories du cinéma. Bon, c'est absolument parallèle. Qui sont les premiers à faire la théorie du cinéma? Qui sont les premiers à faire la théorie des jeux vidéo? Réponse, les praticiens. Et une partie des praticiens qui, du point de vue de leur activité de praticiens, se disent, oui, qu'est-ce que c'est en fait que le cinéma? Qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo? Et en plus, avec déjà un problème de légitimation. Comment on va le défendre? Et vous avez un texte, si ces questions vous intéressent, que je vous invite vraiment à lire, qui est un document historique absolument passionnant, qui est ce texte de Chris Crawford qui s'appelle The Art of Computer Game Design, 1982. C'est Crawford ici, ça a été le fondateur de la GDC, la Game Developer Conference, qui est un des événements dans lesquels les créateurs de jeux se rassemblent. Mais surtout, Crawford, c'est l'un des créateurs
du game design en tant que tel, de la revendication du game design en tant que discipline et activité professionnelle. Et avec le game design, si vous le revendiquez en tant que discipline, vous revendiquez un ensemble de savoirs. Nous, game designers, il y a des choses que nous savons faire. Et dans cette revendication d'identité professionnelle, vous avez plein de choses qui jouent. Par exemple, nous, les game designers, on n'est pas juste des simples techos. On n'est pas des simples programmeurs. On a des savoirs qui ne sont pas ceux des programmeurs. Et en même temps que vous avez cette revendication d'identité professionnelle, vous avez en même temps une revendication d'élévation artistique. Ça s'appelle The Art of Computer Game Design, et ce n'est pas pour rien. Le game design, ce n'est pas une activité technique, va dire Crawford, c'est un art. Nous sommes comme l'équivalent du réalisateur pour le film. C'est nous qui portons la vision artistique. Donc à la fois revendication de savoirs spécifiques et qui vont se développer. Nous, on maîtrise ce que c'est que de faire des bons jeux. Et revendication d'une légitimation artistique. Les jeux vidéo sont un art incompris, minoré, etc., etc. Bon, début des années 80. Alors, l'émergence, à proprement parler, des savoirs du jeu vidéo, les théories du jeu vidéo qui s'appellent en tant que telles théories du jeu vidéo et qui viennent du monde académique, l'explosion, c'est à partir du début des années 2000, on pourrait dire. Vous avez, ça correspond à la fondation de la revue qui s'appelle anglo-saxonne, qui s'appelle Game Studies. Vous voyez, Computer Game Studies Year 1 2001 par le Espen Arset, la littérature ergodique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, là, dans les universitaires se mettent à développer leurs propres travaux sur les jeux vidéo. Et cette première décennie d'études de Game Studies a été structurée par un débat qui est aujourd'hui dépassé entre ceux qui s'appelaient deux courants, ceux qui s'appelaient les ludologues et les narratologues. Et si vous tapez Game Studies, vous avez toutes les chances de tomber sur ce fameux débat ludologue-narratologue. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va étudier le jeu. Les narratologues, on vient de la théorie littéraire, de l'étude des récits. Et puis on considère le jeu vidéo comme une littérature particulière, une littérature ergodique. Et du côté des ludologues, vous avez des gens qui disent « Ah non, non, non !» c'est une erreur grossière. Les jeux vidéo, il faut les étudier avec leur propre catégorie et on ne peut pas les considérer comme un espèce de sous-genre du récit et de l'étude des récits. Il faut les étudier comme des systèmes. Bon, c'est une période révolue et ancienne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a il y a des travaux absolument passionnants sur les jeux vidéo qui viennent du champ des études littéraires, de la narratologie. Je pense aux travaux de Fanny Barnabé, par exemple. Bon. Énorme slide, mais parce que là, vous allez voir que j'ai un espèce d'intérêt à cette histoire-là. Début des années 2010, vous avez une autre bagarre, on pourrait dire ça comme ça, avec le recul, de paradigmes. C'est plus ludologue, narratologue, comment on va étudier le jeu, avec quelles lunettes, celle du récit, ou dire il faut des théories du jeu en soi. Mais vous allez avoir une séparation, une revendication de deux approches par le game, c'est l'approche des ludologues, et puis des gens qui vont arriver et dire « Ah non, 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 c'est une erreur fondamentale. On ne peut pas simplement étudier les jeux vidéo avec les lunettes du game. Il faut aussi les étudier avec une approche, disons, par le play. » Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Là, tout d'un coup, écoutez-moi avec un énorme grain de sel, parce que je fais partie de ceux qui ont joué cette partition-là. Dans le philo des jeux que je vous ai montré là tout à l'heure, de 2011, ce bon vieux philosophie des jeux vidéo, le premier chapitre s'appelle Play Studies et dit, en substance, ce que je viens de dire là, on ne peut pas simplement étudier les jeux en tant qu'objet, en tant que game, en tant que dispositif. Il faut aussi étudier la manière dont ils sont joués, c'est-à-dire aller regarder ce que les joueurs font avec les jeux, aller regarder du côté du play. Et un des trucs qu'on répète, d'ailleurs à cette époque beaucoup, on dit « Ah ben regardez en français, c'est amusant, le terme « jeu », il peut vouloir dire soit le game, tel ou tel jeu, le jeu de fléchettes, avec sa matérialité, avec son système de règles, et il peut aussi vouloir dire le jeu, c'est-à-dire le fait de jouer, le play, c'est-à-dire l'activité. Et selon que vous regardez le jeu en tant que game, et selon que vous regardez le jeu en tant que play, en tant qu'activité, vous allez voir des choses complètement différentes et vous allez observer de manière complètement différente les phénomènes ludiques. Alors, ce qui est amusant, ça, pour moi, c'est un truc rigolo parce que mon histoire de Play Studies, là, je fais ça dans mon coin, tout seul, là, à faire mon bouquin là, sur les jeux vidéo parce que ça m'intéresse. Et puis, je veux comprendre les expériences que je vous ai racontées tout à l'heure. Donc, je me dis, OK, il faut comprendre le Play. Je publie ce machin-là. Et il y a, sur la même période, là, par exemple, j'ai cité le Play Matters de Miguel Sicart, toute une série de gens qui ne se connaissent pas et qui disent exactement la même chose. Et ouais, il faudrait quand même pas simplement étudier les jeux comme game, mais ça serait bien d'aller regarder du côté du play. Alors j'essaierai de vous montrer, je ne vais pas rentrer dans le détail de la bagarre.
Non, je ne rentre pas dans le détail de la bagarre, je n'ai pas le temps. Entre game et play, on s'est beaucoup disputé à l'époque, on utilisait des ressources théoriques différentes, des traditions différentes. Je vous montrerai, voilà, à quoi ça peut ressembler un peu plus concrètement après des recherches en play studies, ce type d'entrée-là. Voilà, sachez que là, vous avez une bifurcation possible. OK, vous pouvez rentrer par le game, vous pouvez rentrer par le play. Là, vous avez devant vous quelqu'un qui a revendiqué une entrée par le play. Alors, je rajoute un petit commentaire là-dessus. Là, vous avez la slide qui explique tout, la théorie du tout. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, mais la voilà. C'est le triangle des Bermudes des études culturelles, en fait. Et là, c'est des trucs rigolos quand on se retourne. Alors, quand on fait le débat gameplay, on est vachement engagé dedans. On est là, ouais, il faut regarder les jeux vidéo par le play. C'est une erreur de se limiter simplement au game. Et puis, les années passent, la chaleur du débat retombe, et on se retourne sur le passé et la dispute, et on se dit, mais en fait, cette dispute qu'on a eue pour les jeux vidéo, on est con. Tout le monde l'a déjà eue sur toutes les activités culturelles. Par exemple, là, je vous ai mis en bas là, des vieux débats dans le champ de la question de la lecture ou de la littérature. Comment je peux étudier la littérature ? Réponse 1, j'étudie les textes, j'essaie de comprendre la structure des œuvres, comment les récits sont construits. Option 2, je vais regarder ce que les gens font avec les livres. Et vous voyez bien que la structure des textes ne me donne pas intégralement ce que les gens font avec les livres. De la même manière que le programme, le code source du jeu vidéo, ne me dit pas ce que les gens font avec. Et dans l'autre sens. Et dans le cas de la lecture, vous avez la même chose. Par exemple, la formule de Michel Picard, la lecture est une activité, pas une chose. Dans le jeu vidéo, on peut dire la même chose. Le jeu vidéo est une activité, pas une chose. Umberto Eco, l'œuvre ouverte, des classiques immenses. Nous ne croyons pas qu'une étude de l'œuvre, même en tant que structure, game, doive s'arrêter à la considération de l'objet en excluant les façons dont il peut être consommé, le play. Bref, on est là, ouais, il faut aussi étudier le play, pas simplement le game, et en fait, on rejoue un débat qui a eu lieu sur toutes les formes culturelles. Et si j'essaye de cadrer au plus large, si vous dites, OK, je veux étudier un élément culturel, la littérature, j'ai envie de dire, n'importe quoi, la littérature, les jeux vidéo, jusqu'à la collection de timbres-poste, ça doit marcher aussi, choisissez votre entrée. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe assez souvent ? On rentre souvent par l'objet. Pourquoi les théoriciens rentrent par l'objet ? Je pense qu'il y a deux raisons. Un, c'est fastoche. Je vais étudier un livre, c'est quand même assez... je l'ai sous la main. Et puis deux, j'aime bien les livres en général quand je vais étudier les livres. J'aime bien les jeux vidéo, je les ai sous la main, donc je vais étudier les jeux qui m'intéressent. OK, je vais entrer par l'objet, game. Les joueurs, c'est un peu plus fatigant, il faut sortir de chez soi souvent. OK, vous pouvez vous étudier vous-même en tant que joueur, mais il va falloir les interviewer. Oui, alors, est-ce que tu peux m'expliquer tes pratiques de jeu ? Bref, ça coûte un peu plus d'efforts. Mais ce n'est pas très compliqué non plus. Les producteurs, ils ne veulent jamais. C'est rare qu'ils vous laissent rentrer à l'intérieur des studios et qu'on aille observer. Donc, en termes de coût, on peut dire qu'il y a une sorte on a souvent du mal à avoir la dernière barrière. Et ce que j'ai envie de dire aussi dans cette espèce de petit modèle, c'est qu'en fait, il faut considérer ça comme un prisme. Évidemment, si je regarde les jeux, en tant que jeu, je sais bien qu'ils ont été produits pour des joueurs. Simplement, je vais les regarder en tant que jeu dans leur structure. Si je regarde les producteurs, ils produisent des jeux. À chaque fois, pour des joueurs, j'ai les trois phénomènes. Mais je vais regarder des choses différentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une communauté de pratique dans un studio fait ? Pourquoi il y a tel style, enfin, quel type de technique il y a ? Quel type de savoir du game design sont mobilisés, etc., etc. Je vais avoir des questions spécifiques à chacune de mes entrées. Voilà, c'est un prisme. Je regarde joueur, j'ai une certaine vision, mon entrée par là, j'ai une certaine vision des jeux et des producteurs, mais qui n'est pas la même selon la façon dont je prends mon prisme. Et aujourd'hui, les études sur les jeux vidéo, alors là, je me sens mal parce que je fais ça tellement à très gros traits, et j'ai pourtant dépassé mon temps, que d'une part, voilà, tout ce que je raconte est d'une caricature terrible, oublie plein de trucs, laisse de côté plein de recherches, mais si vous me posiez cette question, et aujourd'hui, alors les recherches sur les jeux vidéo, c'en est où après ludologue, narratologue, et après game et play ? Ne me la posez pas, parce que je ne sais pas y répondre, en fait. Peut-être c'est plus dur d'y répondre, parce que, en fait, on est plus près, donc on a du mal à se dire « ouais, c'est ça qui est hyper saillant à ce moment-là ». C'est plus difficile à discerner sans distance. Mon sentiment aussi, c'est que si je regarde, je ne sais pas, les jurys de thèse auxquels je participe, c'est, voilà, produire des thèses, c'est comme ça qu'on avance le savoir sur un domaine.
eh ben, j'ai l'impression qu'on est passé, c'est peut-être ça qui définit la période, de recherche auparavant qui était très centrée sur le médium. On étudiait le jeu vidéo. Et on se demandait quelles sont les propriétés du jeu vidéo par rapport au cinéma ou par rapport en tant que système. Bref, on s'intéressait à le jeu vidéo, je veux dire ça comme ça. Et désormais, j'ai l'impression que les gens s'intéressent à des jeux vidéo ou à des objets, on va dire, régionaux, par exemple des cultures locales du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il en est des premières communautés de pratique autour de telle machine obscure. C'est ce que font les copains belges et suisses. Ils bossent sur les cultures locales du jeu vidéo en Belgique ou en Suisse. Ce n'est pas exactement les mêmes en France. On peut faire la même chose un peu partout dans le monde et regarder comment ça s'est structuré à cette échelle régionale, si vous voulez. Ou autour de telle ou telle plateforme. Voilà, vous avez un objet qui n'est plus le jeu vidéo en tant que médium. Vous pouvez avoir aussi, maintenant, de plus en plus, finalement, les gens s'autorisent à faire des travaux sur tel ou tel jeu. J'ai eu une thèse sur Bloodborne, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, il y a une thèse de philo sur Bloodborne. On peut faire la thèse sur un objet local. Le bouquin sur Clannad, finalement, est dans cette même logique. On travaille sur un jeu en particulier, avec ses propriétés lui-même. Et ciao, le jeu vidéo. Bienvenue, les jeux vidéo, ou tel jeu vidéo, qui mérite l'étude par lui-même. Oh, c'est mort. Vous n'avez rien vu. Là, je vous présentais des échantillons de travaux en Play Studies. On laisse tomber, non? C'est-à-dire que j'ai déjà dépassé de combien? Merde. Bye bye. Bon, je vous montre, allez, une minute. J'ai pas le droit j'ai droit à... On fait un jeu. J'ai droit à 3 secondes par slide. Quelques échantillons de Play Studies. Ça, j'ai bossé sur les régimes d'expérience, c'est ce qui m'intéressait dans Philo des jeux. Comprendre pourquoi les jeux, par exemple les premiers jeux vidéo, ça ressemble à ce que vous avez dans l'informatique sérieuse. Qu'est-ce que c'est que les formes d'expérience, les régimes d'expérience des premiers jeux vidéo dans le monde universitaire, dans les laboratoires? Qu'est-ce que c'est les formes d'expérience quand le jeu vidéo sort du laboratoire pour aller dans le monde des arcades, du divertissement mécanique, de la fête foraine? Ça, c'est marrant. Quand vous changez de lieu, quand vous changez de milieu, eh bien, avec ces changements, les expériences ou les régimes d'expérience changent. Vous voulez en savoir plus? Lisez mon livre « Philosophie des jeux vidéo ». Il est gratuit en ligne, comme à peu près tout ce que je vais vous présenter qui est en open access. On a bossé sur les joueurs, les pratiques des joueurs, ça j'y reviens tout de suite après. Ça, si j'avais du temps, je vous montrerai cette vidéo de ce qui est un de mes entretiens favoris avec cette joueuse qui était la plus grosse joueuse de notre panel, cette dame âgée à la campagne qui jouait à un jeu Facebook de la fleuriste. C'est absolument passionnant. On a étudié des joueurs en les filmant, c'était horrible, parce que c'était atroce. On dit que le jeu vidéo... Alors, on vous a menti sur le jeu vidéo, je suis désolé, d'ailleurs, ça se voit dans vos post-it. On vous dit, le jeu vidéo, c'est... Oh, attention, c'est addictif, ça vous attrape, c'est hyper... c'est incroyable, comme ça vous capte. Non, filmez-vous en train de jouer. Parce que vous allez voir des gens qui s'emmerdent. On voit, il y a la part, en fait, c'est normal, quand on interroge des gens, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de religion, ils vont vous parler de leur engagement, de ce qui compte pour eux dans l'activité, de ce qui fait sens. Vous les filmez, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de religion, vous allez voir, à la messe, les mêmes qui vous disent « Ouais, non, mais pour moi, c'est tellement important, c'est toute ma vie », ils sont là, ils regardent de côté, s'ennuient. Et les jeux vidéo, c'est pareil. Vous avez le même effet, comme ça, de latéralité, de reciprocité. Et dans les vidéos, ça, je rêverais de vous présenter ça. Et ça, c'est le truc qu'il ne faut jamais montrer à des game designers, parce qu'ils arrêtent le métier. On ne peut pas faire autant de mal à autant de gens. On a, par exemple, une séquence, mais qui est prodigieuse, où on voit un type, un joueur, je ne vais pas le balancer, il est couvert par les slides qui conservent son anonymat, qui joue un Tomb Raider, et il n'y arrive pas. Pendant 10 minutes. Il n'arrive pas à passer une caisse, et il se cogne à une caisse. Et sa copine qui est à côté, sur le divan, qui est la joueuse, se fout de sa gueule, voilà, et elle dit vraiment, Lara Croft, elle est pas maline. Enfin, en fait, tu veux dire Lara Croft, mais c'est lui qui est pas mal. Et donc, on étudie ça, c'est 10 minutes, mais c'est d'une richesse d'interaction, si vous voulez, dans ces moments où il ne se passe rien. Il se cogne, et il finit par traverser le truc par un glitch, par un bug. Il passe à travers le mur, on ne sait pas comment, et il réapparaît de l'autre côté. Et je n'ai jamais vu une joie aussi pure sur un visage que celle d'avoir réussi un truc, mais on ne sait pas comment,
et qui, je pense, est une émotion fondamentale de jeux vidéo. Donc ça, vous ne l'avez que si vous allez regarder ce qui se passe dans l'activité, blablabla, 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 blablabla. Ça, c'est mes trucs de rythme analyse. Je passe, je n'ai pas le temps de vous raconter de ça. On prend le temps de discuter de cette première séquence. Je ne sais pas si ça soulève des questions, remarques, indications. Moi, j'en ai une sur tu parlais des game studies comme discipline. Oui. Et en France, elle n'est pas notée, en tout cas, elle n'existe pas. Parce que donc on étudie le jeu vidéo par les sciences de l'information et de la communication, le serious game par les sciences de l'éducation, et dans plein de domaines, mais pas des game studies. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour que ça constitue une discipline? Ouais, alors c'est une excellente question. C'est vrai que c'est une des caractéristiques du champ universitaire français, qu'il reste structuré par les disciplines qui sont représentées au CNU, au Conseil national des universités. La philo, c'est la section 17. L'histoire des techniques ou la philo des techniques, moi je suis en section 72. L'infocom, c'est la 71. Donc on a nos entrées silotées disciplinaires, et une des caractéristiques de l'université anglo-saxonne et américaine en particulier, c'est d'arriver à monter des studies, c'est-à-dire des sortes de champs d'études, non plus à partir de la discipline, je suis géographe, mais à partir de l'objet. Donc je vais pouvoir faire facilement, à bas coût, des game studies. Donc ça, c'est la première chose. Et alors pourquoi il n'y a pas de game studies en France? Il y a quand même des lieux, des grands lieux qui sont traditionnellement focalisés sur la question du jeu. Et il y a 2 labos, je dirais en France, historiques sur la question du jeu. Enfin, le principal, c'est Experis à Paris 13, qui a été fondé par Jacques Henriot, qui est un philosophe, et qui a fondé ce laboratoire en sciences de l'éduc sur la question qui vous intéresse, exactement celle qui vous intéresse, c'est-à-dire celle des apprentissages à côté de l'école. Et dans cette question des apprentissages hors l'école, la question du jeu est fondamentale. Et donc ça, c'est votre question, et ça a été un des principaux lieux, encore aujourd'hui, d'études sur le jeu en France, avec une tradition particulière. Je pourrais rajouter ça aussi. Est-ce qu'il y a des game studies en France? Peut-être pas. Pour aussi une raison, c'est qu'il y a en fait les sciences du jeu en France. Alors déjà, on les appelle sciences du jeu. Moi, je préfère les appeler sciences du jeu que game studies. Et les sciences du jeu francophones, on va dire ça, parce que ça dépasse la France. Les sciences du jeu francophones, elles ont depuis très longtemps, bien avant les jeux vidéo, une tradition qui était centrée sur le play. Et par exemple, le Jacques Henriot que je cite, là, fondateur des sciences du jeu à Villetaneuse, Paris 13, Paris Nord, il y a chez lui déjà une discussion sur game et play, et c'est un théoricien d'un primat radical du play sur le game. C'est l'activité qui fait le jeu, ce sont les joueurs qui font le jeu, c'est le mot qu'il donne, et ce ne sont pas les games. Voilà. Les games, ce sont des objets qui sont en attente du play, qui sont en disponibilité pour le play ou qui facilitent l'apparition de cette disposition ou disponibilité ludique. Donc, pas de game studies en France. Oui, ok, réponse 1, parce que c'est difficile de faire des studies. Et finalement, même quand on en fait pour un temps, il y a une force centrifuge qui nous ramène aux disciplines. Moi, je me suis retourné faire de la philo des techniques. Les collègues géographes qui bossaient sur le jeu, ils sont retournés faire de la géo. Les collègues linguistes qu'on avait là dans l'analyse des vidéos, elles sont retournées faire de la linguistique. Et à part quelques lieux qui étaient fondés autour du jeu, Experis et le CREM, autour de Sébastien Janvaux à l'université de Lorraine, où tu fais ta thèse. Voilà, il y a ces lieux-là, voilà, qui sont des lieux institutionnels. Sinon, on n'a pas réussi à créer d'institutions autour de cette vogue des game studies. Alors ça, c'est dommage pour la France, parce que les autres ont réussi autour. À Lausanne, vous avez un Game Lab qui s'est créé, qui continue les recherches, qui a des doctorants, c'est top. Et eux ont réussi, d'une certaine manière, à réempocher cette dynamique de recherche. C'est la même chose en Belgique, où vous avez des lieux très, très actifs d'études du jeu. Vous avez le Liège Game Lab, voilà, qui est aussi un lieu très, très actif. Donc, c'est vrai que le paysage, après, là, on rentre dans des questions d'intersection entre les types de savoir et la construction des champs académiques. Et on a quand même beaucoup raté le coche, je dirais, rétrospectivement en France, par la difficulté à créer des institutions dans le champ académique qui se saisissent de cette question des jeux vidéo quand c'était une question chaude. Et pour que ça marche, en fait, les savoirs, il ne suffit pas de faire des bouquins, il faut faire des thésards. C'est ça qui fait la transmission de questions de recherche.
Oui. Est-ce que à Montpellier, avec l'apparition d'Henri-Ra 21 autour de Claire Sigel, avec Viviane Levet et des personnes comme Thierry Sardin, autour de la notion d'art gay, il n'y a pas quand même la constitution d'un champ qui est en train d'avoir lieu, parce qu'ils sont en train de multiplier les événements, ils viennent d'obtenir un financement avec Rétolus. Est-ce que c'est pas là en fait et par les arts plastiques que ça va se produire? Eh bien, alors, réponse d'humilité, je ne connais pas. Et ensuite, la réponse de philosophe, je suis capable de parler de tout avec assurance. J'aurais tendance à interpréter cette dynamique en me disant, oui, ça ressemble en fait à ce que je vois dans d'autres champs. C'est-à-dire un effet aujourd'hui, de récupération par les disciplines, là tu dis autour de Hard Game. J'étais à une thèse d'architecture, par exemple, sur la question du jeu vidéo. Donc, hop, les disciplines, mais ça fait un effet de fragmentation. Tu vois, notre objet jeu vidéo revient cultivé par... Alors, les disciplines historiques, l'infocom, c'était un de ces objets historiquement. Ça a été fondamental dans l'histoire des recherches sur les jeux vidéo en France, mais on peut s'attendre à un effet de dispersion. Alors, à la limite, s'il y a un champ dans lequel je connais bien les recherches sur les jeux vidéo, c'est la philo. Mais là, je vois bien que c'est des recherches situées à l'intérieur de la philo. Et même, j'ai envie de te dire que ça se dissout, ça redescend, parce qu'il y a des courants différents dans la philosophie. Par exemple, une grande partie dans la philosophie, ce qu'on appelle philosophie continentale, philosophie analytique, la philosophie d'inspiration logicielle, il y a un champ d'études des jeux en philosophie analytique qui est absolument passionnant. Voilà. Et tu vois, tu as des gens dans tous les courants de la philo, finalement. Tu as des thèses de phénoménologie dans cette école de philo continentale sur les jeux vidéo, et tu as des thèses de philosophie analytique sur les jeux vidéo. Tu as peut-être un effet de dispersion à l'intérieur des champs disciplinaires existants. Ça rend plus difficile de se dire, ouais, on est tous ensemble parce qu'on travaille sur les jeux vidéo. Et moi, ce que j'ai d'ailleurs adoré dans la période 2010, c'est qu'effectivement, on pouvait se retrouver, et je trouvais ça rare, en fait. On pouvait se retrouver sociologues, linguistes, infocom, des gens venus de tous les horizons. On arrivait à se parler parce qu'on avait un tel intérêt commun pour l'objet qu'on était prêt à renégocier les cadres de nos disciplines pour s'entendre sur cet objet précis. Donc ça a été un moment de pluridisciplinarité rare. Et peut-être qu'il est fini. Voilà. Bon, il ne faut pas pleurer sur le passé. Oui. Tu l'as tout de suite évoqué du coup là dans ta dernière réponse, mais depuis le début tu parles du coup d'études de l'objet jeu vidéo, oui. Études du joueur, mais du coup le jeu vidéo il est construit comment? Il y a une étude qui est faite sur les gens qui créent les jeux vidéo? Je pourrais revenir à la... En fait, je peux te montrer des échantillons. Je pourrais montrer des échantillons. J'ai mon truc là. Je pourrais te montrer des échantillons d'études sur les joueurs. Je les ai zappés, mais on va revenir sur un tout petit bout. Donc, je vais te montrer à quoi ça ressemble. D'études sur les jeux, on pourrait aller regarder ce qu'on a du côté des game studies classiques, quoi. Je veux dire, sur l'architecture des jeux, la manière dont ils sont conçus, les systèmes de règles, tu vois, sous cette problématique-là. Sur les producteurs, j'en aurais moins en magasin à te montrer. Pour cette raison, je trouve de difficulté d'accès. C'est une industrie difficile, l'industrie des jeux vidéo, et avant de convaincre un gros acteur de l'industrie de laisser un sociologue traîner ses basques dans l'open space et regarder tous les vilains petits secrets de l'open space, c'est pas gagné. Voilà, avec des clauses de non-divulgation à tous les étages. Donc, ouais. Qu'est-ce que les producteurs de jeux vidéo ont à cacher, à votre avis? Franchement, je ne sais pas, je constate juste que c'est difficile. Et je trouve que c'est normal parce que... Enfin, c'est normal. Ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas envie de laisser à livre ouvert les processus de travail, en fait, tout simplement, avec leurs tensions internes. Donc, ça serait ça ma réponse. Et souvent, on blaguait là-dessus entre chercheurs. Les rares boîtes qui ont accepté d'intégrer des chercheurs se sont cassés la gueule. Alors, non pas par effet de causalité, c'est plutôt une corrélation. Elles étaient suffisamment mal en point pour que tout le monde s'en foute d'avoir quelqu'un qui vienne observer. Tu avais une question ? Je me demandais avec
Je vous propose que ça soit la dernière et puis si on veut avancer. C'est plus pour rebondir parce qu'il y a un changement de paradigme avec beaucoup plus d'indépendants Oui. et de freelance qui sont Oui, venus dans oui, l'industrie. Donc oui. à ce moment-là, il y a peut-être plus d'accessibilité sur. Absolument, il faudra regarder comment faire les terrains. Ovig, ils avaient fait un peu Ovig Termination, géographe, ils avaient travaillé sur les producteurs de jeux vidéo. On s'était rendu compte que beaucoup de sociétés faisaient du jeu vidéo sans le dire. C'est-à-dire, on avait une web agency à l'époque où on faisait de l'app mobile ou de ce genre de choses. Et en même temps, comme les créateurs étaient passionnés de la boîte, étaient passionnés de jeux vidéo, ils faisaient la partie alimentaire d'un côté, et puis de l'autre côté, ils développaient le truc qui leur tenait à cœur, le jeu par ailleurs. Donc c'est vrai que l'écosystème de la production est particulier et va bien au-delà de ce qu'on identifie comme gros acteurs d'habitude. Il y aurait peut-être des possibilités de ce côté-là. Vinciane Zaban a travaillé sur les communautés de pratique, les pratiques des développeurs, ce qu'on s'échange comme code. Voilà. Bon. Donc il y a des travaux, mais c'est moins ma spécialité pour le coup. Là, il faut que je m'en tienne à la réponse d'humilité. Je ne connais pas assez. Ça, vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qu'on sait des pratiques? Allez, bam, on fait le deuxième domaine. Alors, en fait, ce que je vous propose, c'est d'organiser de la bagarre entre à ma gauche, septembre 2025, vous l'avez peut-être vu passer, vous l'avez peut-être entendu discuter dans les médias, c'est le rapport du CEL, syndicat des éditeurs de jeux vidéo, qui présente ces données statistiques annuelles sur l'état du jeu vidéo et des pratiques des jeux vidéo. Et ça m'a amusé parce que j'ai lu en parallèle, et c'est l'exercice que je vous propose de faire tout simplement, le rapport du CEL avec ce que les collègues sociologues écrivaient sur ce type d'études dans la fin du game et sur la manière de prendre les chiffres qui sont publiés par l'industrie et le type de biais qu'ils présentent. Donc, je vous propose cette bagarre, CEL contre sociologue. L'étude du CEL, donc c'est l'étude annuelle. Les Français de jeux vidéo, médiamétrie, passation sur Internet. Juin-juillet 2025, échantillon de 4000 individus. Waouh, c'est bien, mais en fait, ça coûte pas cher quand même à faire sur Internet. 10 à 80 ans, représentatif de la population. Retenez d'ailleurs le 10 à 80 ans parce que je pense que dès qu'on discute, ok, on peut rectifier, mais dès qu'on discute de l'âge moyen des joueurs, le fait que vous n'ayez pas les 0-10 ans ou qu'ils soient potentiellement sous-représentés, ça peut mécaniquement vous augmenter l'âge moyen. Quels sont les key points du CEL? Voilà, je suis un présentateur du CEL. Je vous dis, regardez, ce qui est génial cette année, on a atteint un record. Il y a 40,2 millions de Français qui déclarent avoir joué au moins une fois dans l'année. C'est marrant parce qu'ils avaient des données avant, il me semble, où le chiffre était supérieur. Mais c'est un record cette année. On n'a jamais connu ça, et c'est surtout des adultes qui représentent 88% des joueurs. C'est normal si vous n'avez pas les 0-10 ans. Pardon, ça c'était le commentaire méchant. Et l'âge moyen s'élève. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, vous avez cette insistance-là. Autre truc, mais je pense que vous prenez tous les rapports du CEL depuis 15 ans, vous avez les mêmes. Hein, c'est ça qui serait drôle à regarder. La féminisation, super, une bonne nouvelle. Il y a plus de joueuses que de joueurs. Non, là, c'est parité. Là, mince, des fois, il y a plus. Mais là, c'est 51% d'hommes contre 49% de femmes. Et surtout, les femmes, la part du jeu féminin progresse à mort. C'est super. Élément suivant, c'est quand même intense. Donc, les gens, ils jouent beaucoup. Et en plus, ce que vous rajoutez tout de suite le truc, c'est qu'ils aiment bien ça et ils sont prêts à payer pour ça. Voilà. Investissez. C'est le bon moment. Les gens n'ont jamais autant joué aussi nombreux à jouer, jamais passé autant de temps. Et leur disponibilité à payer, slide 18 du rapport, est plus élevée que jamais. L'industrie se porte bien. Et dernier truc, ce qui est génial avec le jeu vidéo, c'est que les gens jouent ensemble, ils partagent, ça crée du lien, c'en est fini, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de santé publique, d'addiction et tout ça. Les gens sont heureux, c'est un loisir sain et honnête. Cool. Voilà la lecture des chiffres qui est proposée, alors qui est amusante, parce que vous voyez que ça correspond effectivement à une stratégie logique. Enfin, je veux dire, ils commandent l'étude de promotion de l'industrie. Alors, j'en viens avec ce qu'on retrouvait dans la fin du game. Donc, j'avais lu le rapport du CEL, je me dis, je vais quand même comparer ce que les collègues sociologues avaient écrit sur. Alors, on avait fait une étude similaire, mais avec beaucoup plus de questions, enfin, pas la même méthodologie, qui était inspirée des études sur les pratiques culturelles des Français, qui est l'étude du ministère de la Culture, standard sur les pratiques culturelles. On avait fait la même chose sur les jeux vidéo
dans les années 2010, je crois, c'est des vieilles données, maintenant 2014, et les collègues sociologues travaillaient là-dessus. Alors, première chose, le joueur moyen est une joueuse, je ne sais plus de quel âge, là, quel est l'âge moyen qui est annoncé. Ben, première chose, en fait, le joueur moyen ou la joueuse moyenne n'existe pas. En fait, il y a un truc tout simple et tout con, ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Est-ce que vous connaissez, je ne sais pas comment on dit, l'écouteur, l'auditeur de musique moyen? Ben, c'est le même, en fait. C'est le même parce que c'est des pratiques culturelles qui sont répandues maintenant dans toute la population. Elles sont quasiment universelles. Donc l'auditeur moyen est le français moyen, et le français moyen n'est personne. C'est-à-dire que ça ne vous donne aucun renseignement sur les pratiques. Et vous voyez bien que quelqu'un qui va à des concerts de jazz, bah, ce n'est pas la même manière de vivre la musique que d'écouter, j'en sais rien moi, la Lo-Fi Girl en faisant vos devoirs sur YouTube. Il y a un continent, il y a une diversité des pratiques. Et à ce niveau d'intensité ou de diffusion de la pratique, c'est ça que je veux dire, la moyenne, bah, c'est de l'entropie maximale. C'est-à-dire vous condensez de l'information en une donnée qui ne représente rien. Rien. Il n'y a pas de joueur moyen. Il y a un continent de pratiques diversifiées que ça ne vous permet pas de saisir. Premier truc. Alors là, voilà la vacherie. Pourquoi parler de la question de l'âge moyen? Ça n'a pas de sens par rapport à la diversité des publics. Disaient les collègues sociologues, ils étaient aussi très méchants, regardez. Encore aujourd'hui, le CEL, syndicat des éditeurs, annonce en 2017, c'était 2017, un âge moyen autour de 34 ans. Comme le soulignent Laurent Tremel et Tony Fortin, chercheurs sur le jeu vidéo, il y a un enjeu politique à fixer une moyenne aussi élevée qui permet d'insister sur ce glissement des joueurs de la catégorie des enfants à celle des adultes et donc de faire des joueurs de jeux vidéo des citoyens responsables. C'est un papier de 2009. Oh, ça change vachement, année après année. Donc, vous voyez la résilience ici des chiffres. Question, bah ensuite, on explore les variables standards. L'âge, ok, les jeux vidéo sont-ils passés à l'âge adulte? Ici, vous avez les données sur l'enquête Ludespace qui sont anciennes. Spoiler, l'âge reste une des variables les plus significatives par rapport à l'intensité de la pratique. Je ne joue pas du tout, là, 60 ans et plus. Je joue une ou plusieurs fois par mois, tous les jours ou presque, plus rarement, une ou plusieurs fois par semaine. L'âge, plus vous êtes âgé, moins statistiquement vous jouez. L'âge est un des meilleurs prédicteurs de la pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, ça vous intéresse peut-être. Qu'est-ce qu'on sait des pratiques? Si on a dit ça, l'âge est un prédicteur des pratiques, ok. Qu'est-ce qu'on sait des pratiques des adolescents et des jeunes adultes? Eh bien, ce sont les plus intenses, ce sont les plus diverses en termes de jeux joués, et elles sont, sur certaines tranches d'âge, quasiment hégémoniques, c'est-à-dire à peu près tout le monde joue. Avec, néanmoins, un très fort effet de genre. Et ça, c'est un truc passionnant de la littérature, pour le coup, sur les consommations culturelles. Le jeu vidéo, encore un truc de garçon, tiens, je vais aller chercher ça. Un des trucs qu'on sait, alors deux éléments peut-être à mettre en avant sur ces questions de genre dans les consommations culturelles. Un truc sur les jeux vidéo. On est à peu près, il me semble, à parité dans les pratiques avant ce tournant que constituent les 11-12 ans, 10, 11, 12 ans, c'est-à-dire l'entrée au collège. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Il y a ce qui est décrit dans la littérature sociologique sur les pratiques, une bascule, qui fait qu'avant cet âge-là, les consommations culturelles sont déterminées plutôt par la famille et la fratrie, les frères et sœurs. Et à l'intérieur de ces consommations culturelles, j'ai envie de dire quasiment les filles sont avantagées, au sens où, pour des garçons, jouer à des jeux de filles, c'est beaucoup plus tabou que pour des filles jouer à des jeux de garçons. Donc les filles ont tendance à avoir accès sans problème à des jeux transgenres, passant la barrière des genres dans les pratiques, alors que les garçons s'en tiennent beaucoup plus ou sont beaucoup plus surveillés pour avoir des jeux de garçons. Donc, le joueur moyen est une femme et c'est à parité? Oui, statistiquement c'est vrai, parce que la population est à parité. Est-ce que ça explique les dynamiques de jouer aux jeux vidéo? Non. Voilà. Donc les dynamiques de genre, il faut aller chercher des choses plus fines dans les carrières, dans les trajectoires, pour les appréhender.
On a fait l'âge, on a fait le genre. Allez, on peut tester les variables socio-démo classiques. Est-ce que les professions, est-ce qu'il y a des variations significatives? Oui, les cadres et professions intellectuelles supérieures jouent le moins, avec 54% de joueurs contre 62% chez les professions intermédiaires et les ouvriers, 59% chez les employés. Cet écart-là, il vaut aussi bien pour les hommes que les femmes. Et en fait, ça ne vient pas. Là, c'est des effets d'abandon. Cette fois-ci, on comprend la pratique par des effets de trajectoire et de carrière ludique, comme on dit, enfin comme disent les sociologues. Ça, je l'ai fait. Je finis le dernier truc, donc sur les genres. Qu'est-ce qu'on avait dans l'enquête? Toujours ce truc rigolo, c'est que si vous deviez étudier un jeu vidéo aujourd'hui, le jeu le plus important pour comprendre la pratique, quel jeu devriez-vous étudier? Quel est le jeu le plus joué? Ah, voilà, extraordinaire. League of Legends. Ouais, League of Legends, si on prend le pinacle du jeu vidéo gamer tel qu'on l'entend, tel qu'il est présenté comme une certaine forme d'excellence du jeu vidéo. À l'époque de nos données, peut-être aujourd'hui ça serait Candy Crush, mais j'ai bien peur que ça soit encore la même chose. À l'époque de nos données, le solitaire sous Windows, le démineur, les jeux préinstallés sur ordi. Où sont les études sur le démineur et sur le solitaire? Réponse, nulle part. Alors, on avait fait, dans la controverse Play Game Studies, je me permets de raconter cette anecdote parce que je la trouve amusante. Les collègues sociologues avaient fait un mauvais coup à nos amis des Game Studies. Il y avait eu un colloque qui était à Tampere, qui s'appelait Critical Evaluation of Game Studies. Évaluation critique des Game Studies. Or, on se dit, c'est parfait, on se dit, super, ils ont compris que ce qu'ils faisaient, ça menait nulle part, et on va venir leur faire leur Critical Evaluation of Game Studies à partir des Play Studies. Et deux collègues sociologues viennent présenter un papier de scientométrie, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les jeux cités dans les articles de Game Studies, et le jeu le plus cité à l'époque, c'était World of Warcraft. Et ils comparent les jeux les plus cités dans les Game Studies aux jeux effectivement joués et pratiqués. Et ça n'avait évidemment absolument rien à voir. Les praticiens des Game Studies ou les théoriciens des Game Studies parlaient des jeux qu'ils pratiquaient eux-mêmes avec tous les déterminants de genre, de classe et tout ce que vous voulez. Et ils ne parlaient pas des jeux les plus pratiqués dont on ne parlait pas. Et il y a une passe d'armes drôle, que je trouve drôlatique à cette époque. Ils sont comme ça en conf et ils présentent leur truc. Game Studies, les Game Studies sont des WoW Studies. Il y avait déjà une espèce de punchline qui n'a jamais été retenue dans la publication finale parce qu'elle a été considérée comme trop méchante. Mais c'était le titre de la communication. Et à la fin, les représentants des Game Studies hurlent, quoi. Ils disent « Mais c'est honteux ce que vous avez fait, c'est dégueulasse !» C'est comme si vous nous disiez que étudier la littérature, il ne faut pas étudier Flaubert ou League of Legends, il ne faut pas étudier les objets comme ça, les plus riches, les plus légitimes, mais il faut aller regarder ce qu'il y a écrit au dos des boîtes de céréales, sous prétexte que c'est le truc que les gens lisent le plus. Et évidemment, nous, quelle est notre réponse? Ah mais oui, ça serait super intéressant. Voilà. Donc là, vous avez une différence gameplay. On s'intéresse non pas aux jeux parce qu'ils ont une valeur particulière esthétique, ludique, très très forte, avec un taux d'engagement très fort, mais aussi aux pratiques ordinaires, populaires. Et j'ai envie de dire là-dessus, c'est pas du tout dans mes slides, mais il faudrait que je revienne à mon enquêté. Alors on l'appelle Suzette dans le bouquin. On change les prénoms des enquêtés. Ça m'embête de l'appeler Suzette parce que je la connais bien, donc je vais sans doute me planter et donner son vrai prénom. Mais voilà, cette pratique-là de cette femme âgée à la campagne qui joue au jeu de la fleuriste sur Facebook, c'est des pratiques massives. Et les pratiques féminines, c'est des pratiques massives. Et en général, au mieux, quand on en parle, on dit casual. Non. Là aussi, il y a des différenciations de classe, par exemple. On a travaillé là-dessus. On a des femmes des catégories populaires. Un des trucs très frappants, par exemple, c'était l'usage de jeux en transgénérationnel féminin. C'est-à-dire, la petite fille joue avec sa mère et joue en même temps que qui joue elle-même avec sa mère. Donc, et avec cette espèce de fonction genrée classique les femmes sont en charge du lien intergénérationnel à travers les familles. Ben, ça se retrouve dans les pratiques de jeu. Et y compris parfois là où on ne l'attend pas. Je me souviens d'une développeuse qui me racontait que passer complètement la vague de Pokémon Go, quand c'est dans le creux de la vague, mais pourtant ça restait très haut dans les pratiques, mais plus personne n'en parlait,
parce qu'il n'y avait plus que des femmes qui jouaient, ou elles avaient dû devenir majoritaires, elle continuait à jouer avec sa mère. Et c'était une occasion de lien. Elle lui racontait des anecdotes. Ah, tu sais pas quoi, je suis rentré dans l'église pendant la messe parce qu'il y avait un Pokémon à attraper. Je trouvais ça super drôle, elle se marrait. Voilà, c'est cet effet de lien. Et par ailleurs, vous avez d'autres pratiques plus bourgeoises, on va dire comme ça, qui sont du temps de pause, du temps pour moi. Et les enquêtés disent, ah bah oui, moi je joue à un sudoku, tiens, voilà, ou à un solitaire, je fais ça sur mon téléphone, et c'est un moment voilà, que je m'accorde dans une journée qui est en permanence dédiée au care, aux soins des autres. Voilà des pratiques, en fait. C'est ça, étudier les pratiques. C'est ce continent de diversité. Et si vous étiez game designer et que je faisais mon speech habituel au game designer, je vous dirais, vous ne connaissez pas votre public. Vous connaissez le public de League of Legends. Et il y a une masse prodigieuse du public qui n'est pas asservie et dont on ne comprend pas les motivations. À moins que vous soyez capable de m'expliquer les motivations de Suzette. Et je pourrais vous les expliquer, par contre. C'est un entretien absolument fascinant. Parce que là, on comprend des manières de jouer, évidemment, qui ne sont pas du tout les miennes, et qui sont d'une profondeur considérable. Et Casual ne couvre pas ça. Les jeux favorisent l'isolement. Là, pour le coup, on est d'accord avec le sel. C'est le moment de réconciliation finale. Ben non. La réponse est non. Voilà, fin. Le débat sur l'addiction, l'attention. En fait, il n'y a aucun effet statistiquement significatif de la pratique des jeux vidéo sur les autres pratiques culturelles. Les gens qui jouent aux jeux vidéo ne bricolent pas moins que les autres, ne jardinent pas moins que les autres, ne vont pas moins au théâtre que les autres, ne lisent pas moins que les autres. Ciao. Et puis, évidemment, ça par contre, c'est bien mis en valeur dans l'étude du sel, mais on le voit aussi dès qu'on étudie les joueurs. Hein. La pratique du jeu vidéo, c'est jamais jouer seulement aux jeux vidéo. Hein. C'est en parler autour. Ça vaut pour toutes les consommations culturelles. Les gens ne lisent pas Proust pour le plaisir de lire Proust. C'est chiant. Ils lisent Proust pour le plaisir d'en parler et d'en tirer, c'est une vacherie, d'en tirer du crédit symbolique. Bon, mais pour les jeux vidéo, je veux dire, il y a une part des consommations culturelles qui tient à la possibilité de les partager en socialisation. Donc, mais, évidemment, il y a du multijoueur. À ce moment-là, on joue à plusieurs. Okay, c'est ce que dit le sel. Ouais, les gens créent des liens, ils se font des guildes, machin, tout ça, c'est super. Mais même quand vous jouez seul devant l'écran, vous jouez pour les autres. Même la pratique la plus solitaire est une pratique sociale. Donc la question de la désocialisation, en tout cas, on n'en a pas de traces significatives, en tout cas dans les panels. Après, moi j'ai le souvenir il y a des enquêtes là-dessus. Là aussi, il faut aller regarder. En fait, quand vous avez fait le quanti, ce que ça vous permet de faire, c'est de vous dire, ah oui, là il y a un phénomène intéressant quand même. On voit le signal d'une pratique ou d'un petit îlot de pratiques, dans l'archipel des pratiques, dont on aimerait comprendre les raisons. Par exemple, Olivier Servet avait travaillé sur les gens qui s'auto-appelaient eux-mêmes No Life, c'est-à-dire qui revendiquaient le fait d'avoir une pratique du jeu vidéo qui prenne le pas sur le reste de l'existence et qui adaptaient leur propre existence, leur métier, pour pouvoir, par exemple, gérer des grosses guildes européennes de World of Warcraft à l'époque du truc. Et c'est absolument, voilà, il faut les connaître, quoi. Et vous ne pouvez pas regarder ça de l'extérieur. Moi, j'ai une question. Oui. Les motivations de jeu de Suzette, est-ce qu'elles sont fondamentalement vraiment différentes de celles des motivations de jeu d'un jeune citadin champion de Valorant, par exemple? Oui. Oui, sans le moindre doute. J'hésite, on n'a pas le temps. Hein. Je vous passerai. J'aimerais dans cet entretien, je fais un truc qu'on ne fait jamais. Je prends une vidéo à un moment donné. Et j'aime bien la montrer parce que ça donne de la chair à l'entretien. On l'entend parler, on l'entend me montrer ces trucs. Qu'est-ce que je peux raconter de Suzette? Je vous raconte l'entretien de Suzette. Je prends 2 minutes pour vous raconter ce qui se passe. On est dans un petit village, en Creuse. On a une maison de famille, nous, depuis longtemps. C'est la voisine. Les gens savent que je travaille sur le jeu vidéo. On raconte qu'on fait cette enquête. Ils disent, il faut absolument que tu ailles voir. Appelons-la Suzette. Parce qu'elle joue tout le temps. Ding dong. Ouais, bonjour Suzette. Est-ce que tu accepterais de faire un entretien, machin. Et elle me dit, oui, pourquoi pas, mais là, je ne peux pas tout de suite, parce que j'ai mes filles qui travaillent. Bon. Alors, je ferme la porte, puis je rentre, mais mes filles travaillent, qu'est-ce qu'elles racontent? Mince, elle a perdu la boule. En fait, elle n'a pas... Ses filles ne sont pas là. Je reviens. Le truc, c'est clair. Ses filles, c'est les filles dans le jeu. Elle joue dans cette structure de jeu transgénérationnelle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle joue avec ses filles, ou sa fille en l'occurrence qui est absente,
et qui lui envoie à l'intérieur du jeu des avatars qui peuvent faire des actions à l'intérieur du jeu. Donc, premier truc, c'était fondamental. La question, là pour le coup, du lien transgénérationnel dans une situation d'isolement et de solitude était fondamentale. Deuxième truc, ça jouait sur les routines du quotidien. C'était la plus grosse joueuse en temps de jeu de notre panel, devant les League of Legends. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un jeu qui était inséré. Je ne peux pas, les filles travaillent. C'est des jeux dans lesquels il y a le timing d'un certain nombre d'actions. Donc elles se font pendant un certain temps, elles lancent l'action, elle va faire autre chose. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y avait une part de hardcore gaming. Elle m'a montré ses tablettes de statistiques qu'elle traçait au papier crayon pour optimiser le travail de ces dites filles. Et pour moi, à un des moments... Alors, il y a plein de choses qui font sens. À la fin de l'entretien, elle me dit « Ouais, mais tu sais, moi, j'étais cultivatrice. » Elle ne joue pas qu'à ça. Donc, ça me fait du sens. Ça me rappelle ma vie d'avant et tout ça. Dans les routines du quotidien, l'hiver, elle allait, j'en parlais au passé, malheureusement, elle allait chez sa fille, en région parisienne. Elle continuait à jouer au jeu ensemble, tout en étant, quand elles n'étaient pas ensemble, séparées, continuant à jouer. Et un des moments de l'entretien, moi, que je trouve fascinant, à un moment, le jeu ne marche pas, ça bug. Et elle me dit, c'est là que je filme, elle me dit, ah mais pas de problème, on va appeler ma fille, parce que le jeu ne marche pas. On a un téléphone, elle appelle sa fille. Et alors moi, du coup, j'ai cet entretien complètement bizarroïde, où j'ai la mère et la fille qui fait une sorte d'entretien, mais tout en dépannant sa mère en même temps au téléphone. Et moi, j'en retirais une règle de game design. Si vous designez des jeux pour des personnes âgées, s'il vous plaît, faites des bugs. Ne faites pas des choses faciles, trop faciles à utiliser. Faites pas trop difficile non plus, mais faites pas trop facile à utiliser. Parce que c'est l'occasion d'activer, là, c'est ce qui s'est passé, un lien, un petit lien, et un moment. Donc tu vois, je pense qu'il n'y aurait pas la même chose sur notre ado jouant à Valorant. Par contre, je pourrais vous montrer, si vous voulez regarder les pratiques, on peut regarder, on a une vidéo, moi, une de mes préférées, là, quand on filme les joueurs. Pas celle de celui qui se cogne à la caisse, là, et que sa copine, la copine se fout de lui, mais une vidéo de 2 ados qui jouent à FIFA. C'est prodigieux, parce qu'on se rend compte de quoi ? On se rend compte c'est très Play Studies. Le game FIFA n'est qu'une toute petite partie de leur play. Certes, ils jouent à FIFA, le vidéo game, mais ils passent leur temps à se chambrer, je cherchais le mot en français, je disais taunter, parce que venant du vocabulaire de jeux vidéo, ils se chambrent, ils se tapent, ils se filent des coups, ils se gênent, jusqu'au moment où ça risque de tourner mal. Donc on voit qu'ils font un truc qui est décrit dans la littérature de sociologie des jeux. Ils viennent tester l'enveloppe ludique, on pourrait dire, les limites du milieu ludique. Et voilà, et FIFA est un activateur de ce jeu qu'ils ont ensemble. Donc tu vois, ça c'est déjà, pour le coup, pas du tout la même pratique. Ils sont sur un canapé, partagés, ensemble, dans une session de déconne. Enfin, en fait, l'un est très sérieux, l'autre déconne, donc il manque de se foutre sur la gueule. Mais ils maintiennent l'espace partagé du jeu. C'est pas la même chose que ma Suzette, ma regrettée Suzette. Voilà. On se fait le dernier tunnel ? J'ai juste une question. Oui. On parlait du jeu vidéo bourgeois qui s'est popularisé. Oui. Ça s'est fait justement comment ? Pourquoi tout d'un coup on a basculé justement sur une culture populaire J'ai l'impression par des effets de technique. Et il faut regarder les lieux du jeu. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Au départ, c'est une affaire de laboratoire scientifique. Donc aux États-Unis, mais y compris aussi un peu pour partie en France, parce que les gens ramènent les jeux américains. C'est Alexis Blanchet qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et ensuite, tu as toute l'industrie du divertissement mécanique qui arrive, et tu vas avoir l'exploitation en arcade, qui est beaucoup plus populaire, mais qui se fait à peu près sur la même période que l'arrivée de l'ordinateur de bureau, de la bureautique, qui est bourgeoise. Donc tu vas avoir toujours plusieurs courants, la console plus populaire, l'ordinateur bureautique plus bourgeois. Ils ne sont pas d'ailleurs positionnés dans les mêmes lieux dans la maison, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Mais en tout cas, dans les données, on avait la surprise de voir que ce qu'on pensait être des stratifications sociales encore assez fortes et déterminantes, on ne les détecte pas. Hypothèse 1, elles se sont affaiblies. Hypothèse 2, on n'a pas les bons instruments.
Et hypothèse 3, les deux ensemble. Ouais. Alors, en fait, récemment, Florent Gorge, qui fait Oui. l'histoire de l'implantation de Nintendo, il expliquait entre autres que les gars qui ont ramené des consoles en fait voulaient faire du business et allaient là où il y avait plus d'argent. Donc les premiers en fait centres de vente d'informatique, ils se faisaient dans les quartiers, pas des quartiers populaires quoi. Ils implantaient dans les quartiers bourgeois, là où les gens étaient capables de dépenser de l'argent régulièrement pour l'informatique. Ah, et puis on pourrait dire, regarde la manière dont a été marketé donc c'est la NES, c'est le Famicom en japonais, Family Computer. Et il me semble que les premières publicités, on est dans le ludo-éducatif. Regardez, on va pouvoir brancher un clavier, on va pouvoir faire des maths. Il y avait même un petit fascicule à l'intérieur de la console, et on retrouve tout ce que tu disais sur toutes les questions qui se posent sur le jeu vidéo, la socialisation, est-ce que c'est un danger, etc. Tout ça, c'était déjà dedans en 86. Oui, beaucoup plus d'une certaine manière, je pense, qu'aujourd'hui, où la question de la légitimité culturelle est tranchée, quoi, enfin, dans le bon sens. On est parti pour le dernier, qui était censé être le truc qui vous intéresse. Tout le reste, c'était un hors-d'œuvre. Jeu, apprentissage, compétences. C'est parti. Alors là, c'est plus bordélique parce que plus on avance, moins j'y connais. Je me suis fait le ventriloque des travaux des collègues, après ne pas avoir présenté les miens. Et là, je suis sur des idées ou des suggestions à partir de ce que je crois avoir compris de ce qui vous intéresse. Peut-être que je me plante complètement, et ce n'est pas ce qui vous intéresse. Bon, quand je réfléchis à cette histoire de, OK, est-ce qu'il y a des compétences à travers le jeu qui seraient là et qu'on pourrait valoriser, je me dis, oula, question très ancienne. Question vraiment une des questions les plus canoniques de tous les discours sur le jeu et des questionnements autour du jeu. Je vous ai mis ici 2 extraits. L'un de 1762, c'est Rousseau et la question du jeu dans l'éducation et de la fonction pédagogique du jeu. Regardez les préceptes, aimer l'enfance, favoriser ses jeux. Le jeu est un stimulant qui éveille même l'enfant le plus indolent qui serait prêt à croupir de paresse, dit-il. Et puis, je n'imagine rien dont, avec un peu d'adresse, on ne put inspirer le goût et même la fureur aux enfants, sans vanité, sans émulation, sans jalousie, sans jeu. Dans tous les jeux où ils sont bien persuadés que ce n'est que jeu, ils souffrent sans se plaindre et même en riant. Et l'objet paradigmatique, un des objets paradigmatiques de l'éducation par le jeu chez Rousseau dans les 1000, ce sont les jeux de nuit, avec l'idée que si on apprend aux enfants, enfin si on les fait jouer la nuit, ils peuvent vaincre cette peur naturelle. La nuit effraie naturellement les hommes et quelquefois les animaux, et par le jeu, on peut apprendre à la vaincre sans même s'en rendre compte. Waouh, la promesse est gigantesque. Et ça, c'est l'un des grands discours historiques sur le jeu. J'ai dit, il n'y a pas beaucoup de livres sur le jeu tout à l'heure. Bon, il y en a quand même. Par exemple, le bouquin de Colas Duflo est formidable sur la structuration des discours, alors dans le champ philosophique, mais pas seulement autour du jeu, en particulier à l'âge classique. Rousseau, Émile d'éducation. Vous avez aussi toute une tradition mathématicienne de valorisation des jeux, avec l'idée que dans les jeux, les joueurs pratiquent une forme de mathématique spontanée qui n'est pas celle du mathématicien lui-même, mais qui mérite d'être regardée avec énormément d'intérêt. Donc, est-ce qu'il y aurait des compétences cachées que l'on apprendrait sans le savoir dans les jeux ? Eh bien, c'est une des plus grandes questions de la tradition, en tout cas l'une des grandes promesses en fait, du jeu et des discours sur le jeu depuis qu'ils existent et qui n'ont fait que se renouveler jusqu'au courant plus contemporain du serious game, je l'ai évoqué tout à l'heure pour les jeux vidéo, ou de ce qu'on a appelé la gamification. Ici, j'ai mis quelques éléments de la promesse, là, cette fois-ci reprise du côté de la gamification, avec cet ouvrage que j'aimais bien de Reeves and Reed, 2 consultants en marketing en 2009, et qui vendaient la mèche. Je veux dire, c'était très, très cash leur truc. L'idée, c'était les joueurs. Regardez, c'est incroyable, quand on regarde les joueurs, le temps qu'ils passent à jouer à World of Warcraft ou à League of Legends ou à je ne sais quoi. Pendant ce temps-là, ils ne font rien de leur vie, mais là-dedans, ils déploient des compétences, des stratégies extrêmement avancées.
Et en plus, voilà, ils ne voient pas le temps passer. Donc, ça, en bon économiste, c'est le secret d'un trésor de productivité. C'est aussi beau que Adam Smith et la division du travail et la fabrique des pains, où tout d'un coup, gratuitement, juste en organisant de manière différente le travail, eh bien, les gens vont bosser comme des fous. En plus, peut-être ils ne demanderont même pas à être payés, tellement ils aiment ça. Génial. Et donc, si on était capable de transférer les propriétés magiques du jeu, engagement et compétences, dans les espaces de travail, waouh, vous allez voir ce que vous allez voir. C'était la promesse de la gamification. Et on pourrait la résumer comme ça. Il s'agit de capter une sorte de travail ludique qui s'ignore. Les gens font beaucoup d'efforts dans les jeux, ça c'est connu. On le voit bien. Et en plus, ils en redemandent. Et tout ça gratuitement. Quel gisement de motivation extraordinaire. Donc, vous n'êtes pas, si j'étais Vachard, vous n'êtes pas les premiers à être tombés devant cette promesse mirifique que dans le jeu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Alors, je la présente de manière critique, mais il y a une formule de Dewey que je trouve remarquable, que j'ai toujours trouvé remarquable sur la question du jeu et du travail, enfin, du passage entre ce qui se passe dans le jeu et dans le monde des activités productives, on va dire ça comme ça. Et l'idée de Dewey, qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de partition, contrairement à ce qu'on dit entre jeu et travail, il n'y a pas de partition nette. Il y a un gradient. Et ce gradient, c'est la taille de la boucle de reconnaissance. Et qu'une des caractéristiques des jeux, c'est quand je fais des choses bien, tout de suite, je suis récompensé. Dans une espèce de clarté et de transparence qui fait plaisir à nos petits cœurs quand le monde est si mauvais, aussi injuste, aussi peu digne de nous donner de récompenses et de gratification. Et donc, la caractéristique, finalement, c'est pas... Vous voyez, pour le coup, c'est une même activité, structurellement. On fait effort en vue de certains buts, mais les buts sont beaucoup plus proches, beaucoup mieux distribués, de telle sorte que l'activité devient plaisante pour elle-même. Donc ça, ce serait la version, acritique de la promesse. Il y a effectivement quelque chose de tout à fait convaincant, je trouve, dans cette description de Dewey. Mon idée, c'était de vous dire, ok, prenons les controverses. Alors, c'est un peu facile, la gamification s'est passé de mode, le buzzword est plutôt retombé, il y a eu une grande mode, un grand moment de la promesse, ça s'en est pris plein la figure, il y a eu le backlash, comme toutes les hypes, enfin, vous voyez le truc, cycle de hype, backlash. Aujourd'hui, c'est un peu un truc rétro d'en parler, mais ça peut être intéressant d'aller regarder à quoi ils se sont heurtés et quels ont été les principaux types de critiques et se demander si vous arrivez à les esquiver en construisant l'entrée par les compétences. Et je pense, pour une partie, oui. Alors, c'est le truc que je vous propose en élément de réflexion. Donc, le bouquin, il y a l'ouvrage collectif de Valls et d'Etterding de 2014 qui fait un très bon travail de synthèse sur les controverses, on va dire comme ça, autour de la gamification, avec une cartographie des controverses que vous apercevez peut-être derrière. Il me semble qu'on peut résumer les critiques de la gamification en 3 formules. Ça ne marchera jamais. Si ça marchait, ça serait mauvais. Et de toute façon, ça n'a pas vocation à marcher. Regardons-les les unes après les autres. Ces 3 promesses d'apprentissage, enfin ces 3 critiques d'une des formes particulières de la promesse d'apprentissage par le jeu. Et demandons-nous à chaque fois ce qu'il en est de l'approche par les compétences pour voir si elle a une chance d'esquiver ces critiques récurrentes ou si elle se les prend en pleine figure. On est parti. Premier élément, ça ne marchera jamais. À mon avis, ça concerne assez peu votre problème. Pour le coup, vous vous en sortez facilement là-dessus. Pourquoi ? Alors, ça ne marchera jamais, c'était souvent sur la gamification une critique de game designer qui consiste à dire pourquoi ça ne marchera jamais ? Parce que ce qu'on appelle les jeux qu'on propose en gamification, par exemple pour produire du travail ou sur les postes de travail, c'est des mauvais jeux, tout simplement. Et en fait, ce qu'on a appelé gamification, c'est la critique de game designer, c'est de la pointification. On a mis des badges de récompense, mais les gens ne jouent pas à League of Legends seulement pour les badges de récompense. Ça peut être un ingrédient de la motivation, mais il y a d'abord un jeu intéressant à jouer qui s'appelle League of Legends et qui est un bijou de game design dans lequel des centaines de millions de dollars sont rentrés en production. Donc il n'y a ni le même souci de production,
ni la même attention au game design dans la plupart des jeux qui sont proposés en gamification. Voilà. Donc ça, c'est la première critique. Et il y a cette formule qui est intéressante. Les jeux ne sont pas fun parce que ce sont des jeux. Hein, le fun n'est pas une propriété des jeux en soi. Les jeux sont fun parce que ce sont de bons jeux. Et faire de bons jeux, disent les game designers, c'est difficile. Et c'est extrêmement difficile. Cette critique ne vous concerne pas. Pourquoi ? Parce que vous évitez ce qui a été l'un des principaux écueils de jeux vidéo et apprentissage, qui était la création de jeux vidéo spécifiques. Que ce soit du serious game ou du jeu gamifié. Ben oui, c'est difficile en fait. C'est un art et probablement encore plus difficile avec cette double contrainte qui est d'un côté, si vous faites du serious game, vous devez faire plus que ce qu'on demande à un jeu traditionnel, en général avec moins de moyens qu'un jeu traditionnel. Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais bon courage. C'est difficile. Deuxième critique, celle-là, elle m'embête. Il y a un truc un peu... ça met peut-être un point sur quelque chose qui mériterait discussion. Deuxième critique, si ça marchait, ça serait mauvais. Alors, c'est Jesper Juul qui est l'un des grands noms des Game Studies, orientation ludologique, qui est celui qui nous a dit vous devriez étudier Flaubert, mais avec qui je suis d'accord pour une fois, et qui donnait cet argument intéressant de dire ah oui, mais si ça marchait, si on arrivait à accrocher les gens par le jeu et par des systèmes de badges, de points, de récompenses, ça c'est très dangereux. Parce qu'il y a des études en psychologie sociale qui montrent que quand on remplace la motivation intrinsèque d'une activité par une motivation extrinsèque, c'est-à-dire ici des récompenses, eh bien, à la fin, qu'est-ce qu'on produit ? Une destruction de l'activité elle-même et de sa qualité. Étude de 73 en psychologie sur les récompenses, psychologie sociale, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais telle que Juul la raconte, c'est la chose suivante. Vous avez des gamins, vous avez deux groupes, il y en a un qui dessine, on donne des feuilles papier-crayon pour dessiner, et puis on leur dit tu peux dessiner, et on revient 2 semaines après, et puis un autre groupe à qui on donne la même chose, du papier-crayon pour dessiner, et on leur dit si tu as dessiné, on t'aura un bonbon, une récompense quelconque. Qu'est-ce qui se passe au bout des 2 semaines ? Ceux qui n'ont pas de récompense ont pris plaisir à l'activité de dessin et font des choses incroyables. Et ceux qui ont la récompense produisent le strict minimum et n'ont aucun intérêt pour le dessin. Donc destruction, alors c'est peut-être caricatural dit comme ça, c'est peut-être plus compliqué dans l'étude, mais destruction de la motivation intrinsèque par les motivateurs extrinsèques. Et là, pour le coup, ça pose une question qui va être une question fondamentale de transférabilité. Qu'en est-il de ce que l'on fait par jeu, pour le jeu et pour le jeu lui-même, dès lors que l'on fait apparaître à l'intérieur du jeu un objectif qui n'est plus celui du jeu, mais qui est une récompense ou une motivation extrinsèque. C'est-à-dire, en fait, je crois que, je le pense là juste en le disant, mais c'est très goffmanien. Enfin, le jeu, c'est une question de cadre. On place un cadre sur une activité qui dit attention, là c'est du jeu, et il n'y a rien de plus facile que de le détruire. Et il est très sensible au moment de frontière. C'est-à-dire toutes les propriétés magiques, remarquables, formidables qu'on prête au jeu, elles s'évaporent si le cadre s'évapore. On peut avoir l'impression que c'est du jeu parce qu'on dit allez, là joue maintenant, que ça a toutes les allures d'un jeu en tant que game, mais si ça ne l'est plus en tant que play, il ne reste pas grand-chose de ce qu'on espère transférer. Or, quand vous devez transférer du jeu vers l'extérieur, pour le coup, vous devez, à un moment donné, lever le cadre du cercle magique. Dernier point, celui-là est facile, c'est la critique de Jan Bogost. Ça n'a pas vocation à marcher. De toute façon, la gamification, ça c'est simple à faire. C'était un discours de consultant en management. Le problème du consultant en management, c'est de vendre des promesses. Voilà, donc que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas leur problème. C'était une critique, cette fois-ci, idéologique, on peut dire comme ça. C'était une idéologie à un moment donné. Là, ça n'a rien à voir avec notre problème de compétences. Alors, je reviens à ces histoires de jeu, apprentissage et compétences. Il me semble que ce qu'on peut repérer comme problème récurrent, en n'étant pas spécialiste de ça, mais en ayant fréquenté le champ de côté, c'est un problème, disons, de latéralité des apprentissages à l'intérieur du jeu et de transférabilité. Latéralité des apprentissages, c'est une expression
qui me vient en repensant à un texte de Caillois, un passage de Caillois, donc Roger Caillois, Anthropologie du jeu, qui, à un moment donné, discute de qu'est-ce qu'on apprend dans les jeux. Et son idée, qui me semble assez forte, c'est de dire on apprend beaucoup de choses, mais rarement, très rarement, le contenu du jeu lui-même. J'en sais rien, je prends un exemple idiot. Si je joue aux gendarmes et aux voleurs, je n'apprends pas grand-chose du fonctionnement du système juridique ni pénal. Par contre, j'apprends plein d'autres choses, en termes de compétences motrices, de situation aux autres, d'interaction, de capacité à lire, etc. Donc c'est cet effet de latéralité des apprentissages. Il se passe beaucoup de choses dans le jeu, mais on a énormément de mal à saisir ce qui s'y passe exactement. Et souvent, ce qui s'y passe se passe aux marges et aux périphéries. Je vous donnerai des exemples un peu plus détaillés juste après. Les questions de transférabilité, mais ça, pour le coup, c'est un des problèmes. Je suppose que vous allez retrouver ça la prochaine fois sur les compétences. 5 minutes, ouais, bah, c'est bien. La première chose qui m'est venue en tête quand on m'a exposé le programme de la journée, c'est une anecdote, enfin c'est une histoire une historiette que m'avait racontée Vincent Berry, donc sociologue, spécialiste du jeu et des questions d'éducation, qui me dit ah, mais ton histoire là de savoir informel par le jeu, va voir, regarde, tu te souviens de cette scène de The Wire? Vous voyez cette série qui raconte, alors si vous ne la voyez pas, allez voir la série, c'est le meilleur conseil que vous aurez entendu aujourd'hui de ma bouche. Allez voir The Wire. The Wire, ça raconte l'histoire de jeunes dealers. Ah, tiens, quelle est la ville? Mince, ça m'échappe. Baltimore, merci. Et il y a une scène dans laquelle, alors ça s'intéresse beaucoup à la question de l'éducation, de la confrontation entre la rue et l'école. Ça se passe évidemment très mal à l'école et très mal aussi dans la rue, mais pour d'autres raisons. Et il y a une séquence dans laquelle les gamins, dans la rue, ils dealent. Ils sont incroyablement forts, c'est comme Leibniz tout à l'heure, dans un certain type de mathématiques. Ils savent faire du calcul mental à toute vitesse, ils savent faire de l'estime des probabilités à toute vitesse, ils savent évaluer l'état du marché à toute vitesse. Et revenus dans la classe, ces compétences qui sont des compétences issues, en plus de ce qu'ils appellent the game, puisque la vente de drogue c'est the game, c'est le jeu, ces compétences qui sont celles du game, elles n'ont pas droit de citer à l'intérieur des murs de l'éducation formelle. Donc ça me semble une des questions fondamentales. Quand bien même il y aurait des compétences, en fait, sont-elles aussi facilement transférables dans le champ de l'éducation formelle, si tant est que formelle, informelle, ce soit les bons termes, mais là, pour le coup, je suis trop loin de mes bases. Ça m'a fait penser au cas, comme cas d'application, cette histoire à GeoGuessr, sur la latéralité des apprentissages. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. GeoGuessr, c'est ce jeu formidable dans lequel on vous montre une image extraite de Google Maps, n'importe où dans le monde, et il faut trouver le plus vite possible, dans des conditions déterminées, où ça se trouve. C'est bluffant, puisqu'on voit des gens qui regardent une image pendant moins de quelques secondes et qui disent « Ah oui, non, mais ça doit être dans le nord du Pérou, dans la région de Trucmuche. » Waouh! Et vous vous dites, ils sont super forts en géographie. Ils ne connaissent rien en géographie. Il y a bien des compétences, mais elles sont latérales. Elles sont dans « j'ai appris à reconnaître automatiquement ». Alors j'ai des indices, donc ça se base sur des faisceaux d'indices. J'apprends les routes, les panneaux, les machins. Évidemment, il y a une part de géographie, éventuellement de végétation, mais elle est secondaire dans l'apprentissage d'une compétence hyper spécifique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à de la géographie, mais qui n'a rien à voir avec de la géographie. Problème de transférabilité que je trouve amusant aussi dans le même champ. Et de manière générale, cette question des transferts du jeu ou de la fiction vers le réel, voilà, c'est une des questions monumentales qu'on retrouve dans le champ des théories de la fiction, que je connais un peu mieux. Je vous ai mis derrière un des papiers amusants là-dedans, l'un des plus cités, qui est celui de Vezzali et ses collègues, sur les effets, les compétences, on pourrait dire sociales, issues de la fréquentation d'Harry Potter. Et ils ont ce papier formidable où ils montrent que les lecteurs et lectrices, je crois que c'est les lecteurs et lectrices, peut-être que ça marche pour les films aussi, qui s'engagent dans... Ouais, c'est les livres. Qui lisent Harry Potter, eh bien, ils développent plus d'empathie pour les groupes marginaux, marginalisés, minoritaires. Ce n'est pas le cas de l'autrice, mais ça, c'est un autre problème. Étonnamment. Ça marche pour les lecteurs, hein, pas pour les auteurs. Ça. Il y a des puzzles dans la vie. Et
Ce qui est amusant, c'est que vous avez tout un champ dans les théories de la fiction là-dessus, sur les effets de la fiction, sur qu'est-ce qu'on apprend sans s'en rendre compte en plus. Là, ouais, c'est un peu fondamentalement la question est la même que le jeu. Hein. Et puis jeu et fiction sont des parents. Vous avez la moitié des articles qui sont à la manière de Vézali et al, qui trouvent des effets, l'autre moitié qui n'en trouvent pas. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Est-ce que des compétences sont transmises? Pas évident. Il va peut-être falloir aller les chercher attentivement. Alors, je voulais... qu'est-ce que j'avais mis? Alors, je suis allé lire des papiers sur l'apprentissage informel, la notion d'informel dans le champ de l'éducation, chez Gilles Brougère. Je trouvais ça évidemment passionnant. De toute façon, j'espère que vous entendrez Gilles Brougère ici. Ça me paraît indispensable. J'en viens à ma dernière slide. J'ai l'impression que l'entrée par les compétences, elle aurait deux avantages immédiatement par rapport à la structuration de l'apprentissage par les jeux ou par les jeux vidéo. Le premier, c'est que vous vous épargnez l'idée d'un apprentissage qui proviendrait by design, parce qu'on aurait fait des bons jeux. Voilà, ce n'est plus du tout votre problème de faire des jeux pour l'apprentissage, mais de regarder ce qui se passe de fait dans l'activité de jeu, donc ça c'est intéressant. Et la question aussi qui était celle des serious games, c'est-à-dire de transmettre des contenus de savoir. À la fin, je vais savoir des choses sur un objet, c'est-à-dire d'être d'emblée dans le formel. Là aussi, elle est court-circuitée. Comme je vous l'ai dit, comme je l'ai indiqué avant, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais il y a une manière, pour le coup, latérale. Et en se focalisant, je pense, ça vous amène à vous focaliser sur ce que j'appelais ces effets d'apprentissage latéraux. Je raconte, pour finir, l'histoire d'un projet sur lequel il y a je m'appuie sur deux articles. L'un qu'on avait rédigé avec Thomas François sur le projet Renecraft, et l'autre qui est un papier que je trouve formidable de Riwad Salim, qui revient sur les mêmes expériences avec le jeu Minecraft autour de la conception urbaine. Et je vous raconte ce truc en 1 minute, puis j'en ai fini. Sur l'usage de... Alors, la promesse est la suivante. Les gamins des quartiers populaires vont, avec Minecraft, apprendre à redesigner leur quartier ou faire en travaillant avec leurs profs et des urbanistes via le jeu, rouvrir l'imagination urbanistique et en plus s'emparer de leur quartier. Bon, spoil, ça marche très mal en tant que tel par rapport à la promesse telle qu'elle est fournie. Mais il se passe plein de choses. Et le plein de choses ressemble beaucoup à ce qui vous intéresse. Par exemple, sur le premier papier là, avec Thomas François, j'avais le souvenir de... Donc lui, il animait ses ateliers avec les gamins. Et il me disait, mais en fait, d'abord, ça c'est incroyable. Là où les gamins sont créatifs, c'est sur les serveurs qu'ils passent leur temps à créer à côté de ceux du projet. C'est incroyable. Et le reste du temps, ils font la tâche telle qu'on leur demande. Cadre ludique, pas cadre ludique. Et en revanche, sur ces serveurs-là, ils vont créer des skins, ils vont apprendre à pirater des serveurs, les modifier pour mettre les modes qui les intéressent, enfin faire tout un ensemble de choses, alors pour le coup, qui sont des compétences avancées, qui relèvent de l'administration réseau, qui relèvent de la modération, qui relèvent de la gestion et de l'animation d'une communauté. C'est-à-dire que le résultat bizarre de ce projet, on attend que les gamins apprennent l'urbanisme par Minecraft, ou d'une certaine manière, bon, ou la géographie urbaine, ou qu'ils s'intéressent, en fait, ils s'intéressent à l'architecture des serveurs. Et là, il développe beaucoup de choses. Je finis mon histoire. Et le papier de Riwad Salim dans le dernier bouquin, là, Jeux, gestes et savoir, qu'on a fait l'an dernier, est formidable. Là aussi, il décrit un échec du projet. Tout le monde est frustré. C'est terrible. Les profs détestent parce qu'en fait, ils ont l'impression que les gamins ne font jamais ce qu'on leur demande de faire. Et quand les gamins font ce qu'on leur demande de faire, ils font des trucs qui désespèrent tout le monde. Les architectes sont là, ben non, ça n'a aucun intérêt. Et il y a ce problème d'ouverture de l'imagination architecturale. Ce que raconte Riwad Salim, c'est assez rigolo. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. En fait, pour moi, ce papier, c'est à quelles conditions le jeu délivre-t-il les fameuses promesses qu'on lui fait porter? À quel moment il se passe ces effets d'apprentissage ludique qu'on cherche tous à capter d'une certaine manière? C'est peut-être... D'ailleurs, si on le dit comme ça, c'est peut-être mal embarqué dès le départ. Mais c'est le problème qu'on a. Et dans le cas de ce projet-là, par exemple, il y a un passage que je trouve fascinant. C'est ce que racontait Riwad. Les gamins, ils produisent rien, ou c'est désolant.
Ils sont censés refaire leur quartier, là. On est sur Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis. On veut qu'ils imaginent des choses, quoi. Et que le jeu permette d'imaginer des choses. Ça ne marche jamais. Le seul moment où ça marche, c'est sur les serveurs privés qu'ils ont montés, où ils ont toute autorisation. Et à partir du moment où ils ont l'autorisation en particulier de ramener les éléments de la culture populaire qu'ils connaissent, japonaise, ils sont fans de One Piece et compagnie, ben, ils se mettent à designer des trucs que personne n'a jamais vus, qui sont le mélange entre le quartier et One Piece, avec des jardins suspendus, des tours, des trucs absolument incroyables. Et là, il se passe quelque chose, parce que l'espace s'est rouvert, le cadre s'est rouvert. Donc, moralité, il se passe bien des choses extraordinaires et formidables dans le jeu. Les capter pour les transférer ailleurs, c'est autre chose et c'est une difficulté formidable. Enfin, c'est la vôtre. C'est fini. On va pas trop regarder là. Une petite question, remarque par rapport à votre dernier point, mais qui revient en premier. En fait, on parlait au départ du jeu comme liberté en quelque sorte. Oui. Et je pense, à partir du moment où on a une conception fordiste de la compétence, c'est-à-dire une sorte d'entité supérieure qui dit « tu dois apprendre ceci je doute fortement que le jeu puisse y répondre. Alors après, la compétence est imposée en fait, alors qu'au contraire, comme vous dites, il y a énormément d'apprentissage. Là-dessus, il y a eu beaucoup de travaux en fait sur les je vais dire les échecs de la gamification. Je pense au travail par exemple d'Emmanuel Savignac qui a étudié des dispositifs de gamification en entreprise. Et il y a clairement une forme d'antinomie. En fait, il y a des choses qui marchent quand même. Il ne faut pas être totalement négatif. Par exemple, ce qui marche, c'est la rupture des routines. Pour la fois, ça marche. C'est plutôt sympa de faire le truc par un jeu en changeant. Et d'ailleurs, cette histoire jeu et compétences, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été aussi beaucoup autour de l'éducation informelle déployée en entreprise. Donc ça rejoint ces questions-là. Mais par exemple, quand vous arrivez et que vous dites « joue », et que vous avez le supérieur hiérarchique qui est là, la dynamique sociale, elle est évidemment éminemment perturbée. Donc c'est compliqué de faire émerger du jeu dans ces conditions, avec un tu dois. La première élément de définition du jeu chez Kaiwa, dans la définition, c'est une activité libre. Et en même temps, dans votre cas, vous avez, d'une certaine manière, j'ai l'impression, vraiment contourné ce qui était un des écueils majeurs, en fait, je pourrais le dire comme ça. Ça, c'est un des écueils majeurs de l'apprentissage par le jeu. Quand on en attend a priori quelque chose, vous en attendez quelque chose a posteriori. Vous ne venez pas en disant, voilà, on va faire des jeux, et puis à la fin, vous allez voir, ils ont appris des super trucs sans s'en rendre compte, promesse éternellement déçue, j'ai envie de dire. Là, vous dites, regardons ce qui s'est passé. Mais oui, comment le faire ? Comment le faire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Et j'ai l'impression que cette attention à la latéralité, c'est peut-être un des apprentissages. Il ne s'est pas passé forcément ce qu'on attendait. L'apprentissage ne s'est pas passé à l'endroit où on l'attendait, ne serait-ce que parce qu'il faut décaler le regard du game vers l'ensemble du play. Peut-être pour les saisir. Il y avait une question là. Mais du coup, si on contacte un peu, ce qui vous avez raison, oui, ça serait bien. Oui, en fait, finalement, ce qui empêche l'utilisation du game pour un projet, on va dire, industriel ou très industriel, c'est finalement la psychologie humaine. C'est-à-dire le fait de savoir qu'on ne le fait pas pour s'amuser ou dans un cadre où on se dit qu'on n'est pas qu'on est en train de travailler, eh bien ça affecte finalement notre perception du game et l'efficacité d'apprentissage. Absolument, absolument. Ouais, je tiendrai tout à fait ce propos, c'est-à-dire qu'on revient à game et play. Qu'est-ce que c'est que le jeu ? Est-ce que c'est seulement le game ou est-ce que c'est le play ? Qu'est-ce qui est déterminant ? Et pour le coup, le jeu est sensible au contexte, au milieu dans lequel il a lieu. Et l'attitude ludique est une membrane poreuse et fragile, qu'il est toujours facile de percer. Et que les joueurs entretiennent, font effort pour entretenir quand les conditions sont bonnes, à l'inverse. Mais du coup, à mon avis, je ne pense pas qu'il serait possible de mettre cette expérience de game dans une entreprise à grande échelle si c'est seulement
du game. C'est-à-dire que je pense que les deux sont complémentaires, un cadre de travail et un cadre de game, et que si on arrive à profiter des deux côtés, dans un point commun, même sans que la personne ne s'en rende compte, ça pourrait aider. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est impossible de faire une entreprise qu'avec du game. Vous voyez, parce que finalement, quand on se dit on fait que du game, ça paraît un peu suspect dans la tête de la personne. Oui, je serais d'accord avec ça. Après, il y a tout un continent de pratiques. Et encore une fois, ce n'est pas ma spécialité sur jeux vidéo, apprentissage. Par exemple, avec des choses que je n'ai pas présentées, cette fois-ci de serious play plutôt que de serious game. C'est-à-dire d'utiliser du jeu ou de revenir sur des sessions de jeu qui sont encore une autre stratégie. Par exemple, ce qu'a détaillé Romain Vincent sur les pratiques des professeurs d'histoire avec des jeux comme Assassin's Creed. Il ne s'agit pas d'un serious game, c'est pas tellement le problème là. Mais c'est est-ce qu'on peut utiliser la pratique de jeu comme un support d'apprentissage réflexif, critique sur l'histoire et sur les représentations de l'histoire. C'est encore une autre stratégie. Et là, il y a du jeu, il y a du play. On part d'un play qui est là, même si c'est en classe, dans des conditions parfois difficiles. Prends une dernière question. Une dernière. Moi, c'était plus une curiosité. Je me demandais comment on peut détourner la latéralité. Du coup, de prendre à l'inverse, c'est-à-dire de dire, bon, on va faire un jeu qui va être chouette en tant que jeu, mais derrière, il va arriver des choses aux gens qui y jouent, et on va prendre ce qui ressort finalement pour avoir des idées. J'adore, parce que non, mais c'est la tragédie du game designer. Okay. Vous ne savez pas ce que vos objets produisent. Et heureusement, parce que c'est quand ils produisent des choses inattendues que la réussite est maximale. Mais sans attendre de ce qui va se produire, sans projection. En fait, c'est difficile de se projeter dans un... Enfin, ça, c'est un problème de design, je veux dire, même pas de game design. C'est très difficile de se projeter sur les types d'appropriation qui arrivent quand on met en circulation un objet technique, là ici un jeu ou culturel, dans un milieu. Il faudrait le connaître très bien à l'avance pour avoir une idée d'anticiper les directions dans lesquelles il va pouvoir être pris et transformé. Si j'essaie de rendre ta question tout à fait concrète avec notre Suzette, là, sur lequel ça peut être bien de finir. Est-ce que le game designer du jeu de la fleuriste a la moindre idée de la façon dont Suzette allait jouer? Non. Donc je ne sais pas si on peut produire de la latéralité. En revanche, y être attentif ex post, d'aller l'étudier, d'aller en faire un sujet, ne pas trop en attendre d'une certaine manière. Oui, alors là, il se passe certainement des choses. Voilà. Merci Mathieu. Vous allez nous apporter plus de réponses finalement, je pense que vous finissez bien sur un gros point d'interrogation. Ah oui, mince, désolé, j'avais pas compris la question. Non, mais c'est pas grave du tout. Donc on peut encore applaudir Mathieu. Merci beaucoup pour ce